Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, dans ce sens-là. C'est donc, mon cher Jean-Claude, la quatrième rencontre entre Studio Mag et Brasserie de France. C'est une idée qui nous est venue dans un moment de folie, comme on en a souvent, en disant finalement on peut peut-être parler de choses sérieuses en essayant de leur donner un ton et une approche décomplexée. C'est bien l'idée. Ça, c'est pour calmer les anxiétés s'il y en a. Et les thématiques que nous choisissons sont généralement issues ou adaptées de notre métier, notre premier métier, qui est celui d'éditeur de presse. Alors, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je leur peux être très nombreux comme dans cette salle. Je m'appelle Dominique Brouillot, je suis à la tête d'une maison d'édition qui s'appelle Studio Mag, que j'ai créée il y a donc maintenant un peu plus de 30 ans, et qui édite plusieurs modèles économiques de presse, de la presse payante avec Bourgogne Magazine et Cœur de Comptoir que vous trouvez en kiosque, de la presse gratuite à travers DBM que vous connaissez tous aussi, j'imagine, et Dijon Capital, qui est un annuel, de la presse numérique avec dijonbone.fr, et qui est effectivement une maison d'édition extrêmement, très impliquée dans la logique de territoire. Jean-Claude, que j'ai donc rencontré il y a quelques années maintenant, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que nous sommes dans un lieu qui existe depuis quand là, Jean-Claude? 3 ans. 3 ans, a une espèce de dynamique qui lui appartient, qui est communicative, et on s'est dit ça serait intéressant de donner aux chefs d'entreprise un espace de rencontre qui permette d'aborder des aspects thématisés, mais sans barrière, sans frein. Et le thème qui a été choisi aujourd'hui, il n'est pas dû au hasard, il est dû au fait que, alors j'avais un numéro, il est là, voilà, que parmi nos revues, nous avons consacré un numéro au génie de l'industrie. Alors je vous invite à le découvrir. Je vous invite aussi à vous abonner, ça fait partie du jeu. Et en fait, c'est un numéro sur la Bourgogne-Franche-Comté qui nous a permis de faire les portraits d'une vingtaine de grands inventeurs qui ont vraiment propulsé le monde de l'industrie dans une nouvelle génération. Et je fais partie de ceux qui croient sincèrement qu'on ne peut pas s'impliquer dans l'avenir sans connaître sa propre histoire. Donc ça, c'est pour le côté historique. Et le thème d'aujourd'hui, il est plutôt... c'est une projection vers l'avenir. Je ne vous apprends rien en disant que la période que nous traversons n'est pas simple, politiquement, économiquement, que nous ne sommes peut-être pas au bout de nos surprises, certainement pas d'ailleurs. On a posé une question toute simple: quel avenir pour l'industrie en Bourgogne? Donc le format auquel vous allez assister, il est très simple. Je vais inviter face à moi 4 personnalités du monde de l'industrie, ou proches de l'industrie, qui vont chacune témoigner par le biais d'un... Alors je vais faire mon métier de journaliste, un échange spontané. Je ne sais pas forcément où je vais les emmener, on verra bien. Ils ne savent pas forcément où on va les emmener, ils verront bien. Mais quoi qu'il en soit, le but, c'est que ces témoignages soient assez spontanés et vous amènent à une réflexion. Et puis on aura un tout petit temps d'échange entre nous qui pourra se prolonger après ces 4 témoignages par un temps de dégustation, comme on sait le faire en Bourgogne, puisqu'on aura quelques hamburgers, un peu de bière évidemment, parce que nous sommes dans le temple de la bière, et puis un peu de vin aussi. Voilà. Donc je ne sais pas si j'étais clair, mais donc je vais commencer par le premier témoin qui est notre hôte en fait, mon cher Jean-Claude, parce que quand on a décidé d'aborder la problématique de l'industrie, aussi curieux que ça puisse paraître, moi je pose une question à Jean-Claude: est-ce que ici nous sommes dans un lieu industriel? Oui. Oui, puisqu'on a un site de production que vous voyez à travers ces fenêtres quand vous aurez quitté le spectacle que vous avez devant vous. Donc c'est un lieu de production, et au-delà de ça, c'est un campus industriel. Donc, alors quelle est ta définition de l'industrie? Pour moi, l'industrie, c'est de réussir à produire quelque chose
qui soit matériel ou, et je vais peut-être choquer certains, immatériel. Par exemple, quand je vois Jean-Philippe, qui est face à moi, Jean-Philippe, lève-toi. Voilà. Merci. Jean-Philippe, il a monté une société qui s'appelle Atoll CD, et il ne fait que du numérique, donc des interfaces, il produit des interfaces numériques. Donc c'est de l'industrie. Pour moi, c'est de l'industrie, mais tu ne seras peut-être pas d'accord avec tes cocottes minutes, mais on lance un peu... Si je te dis par exemple que... Pour moi, il fait des architectures numériques qui sont... il a les mêmes process, d'ailleurs on s'en parle souvent. Ouais. On a les mêmes process de création, de production et les mêmes rigueurs de contrôle que dans cette usine, avec les mêmes protections que... Tu as fait ça une usine. Je fais de l'informatique industrielle. Et en plus, alors l'autre point, c'est que tu es orienté sur effectivement... Alors ça tombe bien, parce que moi j'ai une question toute bête. Je travaille dans le tourisme, et souvent on me dit que la première industrie en France, c'est le tourisme. Ça te parle ou c'est délirant? Ça, c'est un abus de langage politique, je pense. Mais ici, il n'y a pas... La règle de nos rencontres, c'est qu'il n'y a pas d'élu qui vient parler. Parce que ça nous fait un peu chier. Ouais. D'ailleurs, globalement, si les élus... Même sur les met en une, hein, parfois. Même si parfois on les met en une, parce que ça, tu fais un peu de clientélisme parfois, tu es bien obligé. Mais les élus... Je développerai plus tard. Tu sais, sur l'industrie, les élus, si nous laissent faire notre métier d'entrepreneur, ça va quand même aller beaucoup mieux. Et s'ils nous donnent de la lisibilité, de la visibilité, ça ira aussi beaucoup mieux, mais pas de politique. Non, oui, pour moi, c'est de l'industrie, le numérique, c'est de l'industrie, le tourisme, je pense que c'est un abus de langage, parce que là, on rentre dans les services. Donc pour toi, le cadre, la définition de l'industrie, c'est un process, une production. Oui, Vous êtes d'accord avec ça, globalement? Non, on peut ne pas être d'accord. Hein. Bon. Je ne suis pas d'accord. Je sais que tu n'es pas d'accord, c'est pour ça que je te réponds comme ça. Alors, te concernant, quand j'arrive ici, un lieu que je connais de mieux en mieux, je vois effectivement un bel outil, mais je vois pas beaucoup de monde. Est-ce que c'est normal? Quelle est la provocation de Dominique? Parce que tu viens trop tard. Non mais il peut faire les 3-8, il a le droit quand même. Non, parce que pour moi, dans mon imaginaire, l'industrie, c'est de l'humain à la chaîne. C'est de l'humain à la chaîne, alors. Mais pas ici. Pas ici, pour une autre raison, c'est que moi je suis fils d'ouvrier. Mais là c'est très perso, hein, je vous fais la réponse sincère. Papa travaillait en 3-8 et ça n'a pas aidé notre relation. Parce que on n'arrivait pas beaucoup à se parler et on s'est parlé beaucoup trop tard. Donc avec Anthony Verduro, qui est mon associé et cofondateur, nous ne ferons jamais, quoi qu'il en coûte, tourner, pour des raisons purement intimes et personnelles, cette usine en 3-8. J'ai là un de mes associés, et tu le sais, cette usine ne tournera jamais en 3-8, même si on a de la demande. Du coup, ce qu'on a fait, c'est un peu une industrie 4.0, c'est-à-dire qu'on va automatiser des process de maintenance pour éviter qu'il y ait des personnes qui soient obligées de faire... On revient à la notion de process. À nouveau, et c'est une brasserie qui est full automatique, donc ça veut dire qu'à 4h du matin, parce que vous serez toujours là tout à l'heure à 4h du matin, on a 35 recettes de bière, si je t'assure, on a 35 recettes de bière et personne ne part sans avoir goûté les 35 recettes de bière, donc à 4h du matin, l'usine elle démarre toute seule. En fait, ma question, on en cachait une autre, c'est que... Oui, mais... méfie. J'ai le sentiment que certains d'entre nous travaillent dans un milieu tertiaire, mais n'imaginent même pas entrer dans des ratios comme les tiens, où le rapport entre le nombre de personnes qui travaillent et l'investissement est gigantesque par rapport à nos métiers. Je m'explique, nous dans les métiers du tertiaire, avec un chiffre d'affaires de 100 ou 150 000 euros, on fait vivre une personne. Je ne suis pas sûr que dans l'industrie on puisse faire ça. C'est bien de le rappeler aussi dans les notions de masse et dans les chiffres qu'on nous affiche tous les jours. En fait, ici, l'entreprise fait... Donc, on a 2 ans d'existence en production. On fait 2 millions d'euros de chiffre. Pour combien de personnes? Et sur la partie, on va dire, hors logistique, sur la partie production, cette usine tourne avec 2 personnes. Voilà. C'est un ratio normal, je crois, 1 million d'euros par emploi sur l'industrie. Est-ce qu'on retrouve ça? Non. C'est un très bon ratio. C'est un très bon ratio. On aimerait bien. Mais disons qu'on a... Aujourd'hui, on est la première brasserie de Bourgogne et c'est lié aussi au process industriel. C'est-à-dire qu'on a investi 5,8 millions d'euros
pour arriver à ce résultat-là. Est-ce que c'est un résultat satisfaisant par rapport au projet qu'on a ici dans cette entreprise? Oui, parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont en revanche sur le terrain, donc qui sont des commerciaux. On a ici un bureau de style, l'endroit, et tu le sais, l'endroit dans lequel vous êtes en fait. Les commerciaux ne sont pas intégrés? Non. En tout, on est 18. L'endroit dans lequel vous êtes. Ah, ça me parle plus. Voilà. Ah. Oui, oui, parce que là, tu vois, là, ça, je reviens. Ça diminue le ratio un peu. Ah, bah, complètement. Voilà, Je reviens au bonheur de la moutarde. Et ça, c'est une école. Voilà. Donc, l'endroit où vous êtes. Donc tout ça, c'est un campus. Mais effectivement, ce n'est pas le pouvoir chez nous, n'est pas à la production. Alors d'ailleurs, comment tu organises ta distribution? Est-ce que c'est elle qui commande ta production ou à un moment donné tu te fais avoir, c'est ta production qui te met un peu un coup de pied aux fesses pour activer la distribution? Parce que la production, elle répond aussi à des obligations d'amortissement, j'imagine. Il y a l'effet de... Oui, moi, Alors, tu sais, ton équation, tu la gères comment? Nous, on a écrit un plan avec Anthony et nos associés il y a maintenant 4 ans. On a construit cette usine, on a été la première, en tout cas, à sortir dans cette zone d'activité. Et on déroule un plan. Donc, il n'y a personne qui me met plus de coûts que ce que j'ai envie de recevoir. Voilà. Donc, on a un business qui est à la fois... Pour toi-même? Mais moi, toujours, parce que moi, je ne suis jamais satisfait. Donc, forcément, c'est difficile. Mais on a un business qui est en grande distribution. On produit aussi beaucoup pour d'autres. Donc, et ça, vous nous raconterez, vous industriels qui avez de grandes industries, ce que vous faites là-dessus. Donc on a un business équilibré entre nos propres marques, des marques, alors pas distributeurs, mais des marques protégées, on va dire, et de la production pour des brasseries qui sont en Belgique, au Portugal et en France. Mais quand tu te vends, tu te dis bière artisanale? Alors, d'abord fiscalement, on est bière artisanale, puisqu'on produit moins Pourquoi fiscalement? Parce que quand tu fais moins de 200 000 hectos, fiscalement, vous savez qu'on est à l'Assemblée nationale en plein PLF, donc PLFSS, donc c'est un sujet sensible, notamment d'ailleurs pour ceux qui ici ont des boissons alcoolisées, hein, puisque l'État, plutôt que de réduire son train de vie et le coût de l'État, on ne parle pas de politique, hein. Non, mais on préfère taxer l'alcool sous des alibis de santé alors qu'ils ne savent pas gérer le pays, et on ne parle pas de politique. Okay. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, il n'y a personne qui va me pousser. On déroule un plan. Voilà. Donc mon job, c'est de dérouler un plan. Alors comment tu gères un outil de production qui est industriel avec une façade ou une mise en avant de tes produits qui est artisanale? Est-ce que c'est pas contradictoire? Alors non, je disais oui, pardon. Donc fiscalement, on est artisanaux puisqu'on fait moins de 200 000 hectos et c'est la règle fiscale par rapport au droit d'accise sur l'alcool. Et l'autre point, c'est qu'on est artisanaux de par notre process. C'est-à-dire qu'ici, on va sourcer des céréales sur les hauts plateaux de Dijon ou dans la plaine de Brazé. On va sourcer des houblons pas très loin d'ailleurs, à Corberon. On va sourcer nos fruits, tu sais, plutôt à Marseille, etc. Donc on n'utilise pas d'arômes, qu'ils soient naturels ou artificiels, et on a un process de production qui est artisanal. Par exemple, quand on fait de la bière sans alcool, on ne va pas désalcooliser, donc chauffer la bière. On va garder... on va travailler sur les levures, mais je redis, hein, faire de la bière ici, c'est un cadeau. Hein. Y a plein de gens qui savent ce que c'est que la fermentation. Alors du raisin, pas forcément des céréales, mais voilà, il y a plein de gens qui savent ce que c'est que l'embouteillage. Donc on est dans toutes les terres vitivinicoles, sont des terres brassicoles par excellence. Mais quand vous êtes lancé avec Anthony, quel était l'objectif final? Parce que je pense qu'on crée les choses avec déjà une vision du bout du chemin. Ouais. Alors, la première raison, c'est qu'elle est humaine. C'est qu'avec Anthony, on est des vieux copains depuis 18 ans et qu'on voulait une usine. Voilà. Alors lui comment ça, vous voulez une usine? C'est comme un jouet? Ou un peu. Moi, tu sais, je suis un enfant, hein, je suis un peu comme toi. Comme un mécano? Comme un mécano. Ouais, alors, Anthony, parce qu'il est ingénieur et qu'il n'avait jamais eu d'usine. Donc lui, c'est le process et toi, c'est le commerce. Et moi, parce que papa était en usine. Donc moi, je suis revenu à papa et lui, il est revenu à ses amours et sa formation. On est proche de la psychanalyse. Oui, mais tu sais, cette entreprise me soigne tous les jours. Voilà. D'accord. Donc la première raison, c'est une raison de cœur, donc humaine. L'autre raison, c'est l'engagement. Je trouve qu'on a un territoire où on peut, dans la logique qu'on a nous, de campus, en tout cas, être engagé à la fois auprès des jeunes. On a tout un plan pour la reconversion, on a effectivement de la production. Okay. En fait, c'est un moyen pour
Assouvir des passions Oui, c'est un moyen pour assouvir des passions. Moi, c'est ma 7e entreprise, c'est ma dernière, donc je veux qu'elle soit belle. Voilà. Ne nous quitte pas. Voilà, exactement. Exactement. Et aujourd'hui, est-ce que tu ne regrettes pas le choix de la Bourgogne? Non. C'est un bon pari, la Bourgogne. Alors, la Bourgogne, c'est un concept qui est un peu diffus, hein, parce que la Bourgogne est large. Ouais. Si je fais du concentrique, d'abord on est à Beaune, et on a fait le choix vraiment d'être à Beaune, de par l'image de cette ville. Comme me dirait Alain Sugno, il me dit toujours: Jean-Claude, Beaune se mérite. Bon, alors je lui dis: ok, j'ai mis 6 millions d'euros dans ta vie. Non, mais ça c'est pas le sujet, on s'en fout. Beaune se mérite, d'accord. Mais je crois qu'il y a une attractivité qui est étonnante, qui est exceptionnelle. Alors après, si j'élargis un petit peu, il y a des corps intermédiaires de ce territoire, moi qui ai monté des boîtes à Paris, qui sont excellents. Je vous le dis franchement. Ça, c'est la valeur ajoutée du territoire. Mais que ce soit là sur notre territoire direct, sur les chambres de commerce, je vois qu'il y a là un représentant de la chambre d'agriculture, des métiers, de l'artisanat. Donc voilà, tout ça, c'est des corps intermédiaires formidables. On a le président du MEDEF qui soutient les entrepreneurs et qui les aide. Donc, et ça, on le vit beaucoup moins quand on est dans des grosses agglos comme Paris, parce que les relations sont plus lointaines. Là, il y a un accompagnement entrepreneurial qui est beaucoup plus fort que ce qu'on peut trouver ailleurs. Vous n'auriez pas pu, avec Anthony, écrire la même chose en région parisienne? Non, pour des raisons aussi de coût de foncier. Ah, voilà. Quand même. Parce que vous trouvez ça cher, mais en fait, c'est pas si cher que ça. Voilà, je vous le dis, je vous le confesse. Pour des raisons de foncier, et aussi parce qu'il n'y a pas de brasserie de cette taille entre Châlons et Dijon, c'est certain, mais même de manière beaucoup plus large. Voilà. Donc on a aussi un site industriel qui nous permet de faire la différence en termes de vendabilité et tout simplement de coût de production de nos bières. Alors tu t'investis pas mal au sein des institutions et du syndicat qu'est le MEDEF. Est-ce que tu penses que la région Bourgogne est sur une bonne dynamique? Ou est-ce qu'elle... D'un point de vue industriel? Ouais. Tu veux dire que la Bourgogne est une région, c'est ça? C'est pas la Bourgogne-Franche-Comté, c'est ça que tu veux dire? Voilà. Est-ce qu'on va raisonner Bourgogne-Franche-Comté ou... Alors raisonnons Bourgogne-Franche-Comté, puisque c'est notre nouveau point de référence. Moi je trouve qu'en Franche-Comté, il y a des industries formidables, il y a des talents formidables. En Franche-Comté? En Franche-Comté, oui. D'accord. La Bourgogne, mais là il y a des représentants qui vont forcément... Vous avez des exemples qui vont me contredire, mais la Bourgogne reste sur... Je pense que les deux suivants, oui. Les deux suivants, oui, et c'est pour ça. Il y a ton épouse qui vient de rentrer. Mais la Bourgogne reste encore en devenir, y compris sur l'aspect de la recherche. Il n'y a pas assez, je pense, d'argent qui est mis en recherche en Bourgogne. Mais après, vous direz ça mieux que moi, parce que moi, je suis un tout petit industriel. Parce que la recherche et le développement, c'est une affaire territoriale, c'est pas une affaire nationale? D'un point de vue de responsabilité, c'est pas que national, c'est aussi des pôles d'attractivité. On a une agence, par exemple, de développement économique qui est liée à la région. Il y a 50 personnes qui sont là pour soutenir l'entrepreneuriat sur la région. Et je ne ferai pas plus de commentaires. Oula! Moi, je suis un jeune entrepreneur sur le territoire que certaines et certains connaissent depuis 30 ans. Je ne suis pas arrivé à avoir des interactions productives avec la région. J'en ai avec le département, j'en ai avec la com d'agglo, etc. La région reste... Mais vous direz ça mieux que moi, hein, ouais. Voilà, je vous passe la patate chaude. Voilà. Enfin, sans faire de commentaires personnels, dans mon secteur, c'est pas terrible non plus. Ah, voilà. Bon, c'est seulement à cause de nos deux têtes, tu vois. Peut-être qu'il y a un problème sur les cheveux blancs, peut-être que Marie-Guy a un souci avec ça. Et là, il y a des gens plus jeunes, donc vous allez nous raconter tout ça. Bon, malgré tout, tu es confiant? Dans 10 ans, tu seras où? Ah, si je suis toujours vivant, tu veux dire, c'est ça? Pourquoi tu ne serais pas vivant? Tu pètes le feu. Dans 10 ans, je sais pas te dire. En général, je monte des boîtes et puis je reste pas 10 ans. Ça m'est jamais arrivé. D'accord. Donc peut-être que je serai en Bourgogne, mais sur d'autres choses. Voilà. D'accord. Tu vas t'installer ici?
Mais j'habite ici, tu sais, j'habite Oui. à Savigny-les-Vosges. Tu viens de dire que tu restes pas longtemps en place. Donc, Oui, mais bon, on sait jamais, je peux tomber amoureux. Tu vois. Si vous avez une petite question à poser à Jean-Claude, c'est le moment, parce qu'il nous a dit 2-3 choses, je trouve, assez intéressantes. Vous aussi, vous pensez que les relations avec la région sont compliquées? Oui. Mais personne n'ose parler, c'est la loi du silence, c'est l'omerta, là. Personne ne veut se mouiller, en fait. Ah bah d'accord, bon, c'est intéressant. Ouais, je pose Ah oui. une question. Alors, Allez-y. c'était compliqué avec la région, mais qu'est-ce qui était compliqué? C'est de trouver le bon interlocuteur dans voilà, la masse de services qui existent, ou alors c'est au final autre chose, ça, j'arrive pas. Je crois que quand une région n'a plus d'argent parce qu'elle est gérée d'une certaine manière pour faire, parce que c'est ça le sujet, les interlocuteurs on les trouve, c'est pas là qu'est le problème, et ils sont de qualité. C'est pas les personnes moi que je mets en cause, c'est la gestion. C'est le choix politique. Même pas. C'est la gestion financière de cette région qui n'est pas digne de la région dans laquelle on vit. C'est-à-dire quand il n'y a plus de moyens, que tout est coupé pendant au moins 6 mois et que quand c'est censé redémarrer, on est obligé d'aller je ne sais faire quoi, et puis que de toute façon ça a déjà été attribué pendant les 6 mois, c'était coupé. Alors non, la région ne fait pas son job sur notre territoire, et c'est une des rares régions qui ne fait pas son job. Et ça n'a rien à voir avec un point de vue politique. Je n'ai rien contre le PS ou autre chose, rien, et je n'ai rien contre les personnes. Je dis c'est mal géré, c'est pas normal qu'une région comme la nôtre soit autant en difficulté financière. Ce n'est pas normal. Si je gérais la région, si je gérais ma boîte comme je gère la région, bon, vous ne seriez pas là. Voilà. mais après, c'est pas un débat de personne, c'est un débat. Oui, Eric. Oui, je voulais aller dans ton sens. Eric Monod. Eric Monod. Oui, il y a un excellent programme qui s'appelle Accélérateur, Oui. qui est fait pour accompagner les entreprises, les PME à se rapprocher des ETI. Bon, il n'y a pas de cession depuis 2 ans en Bourgogne parce que la région ne finance pas, alors que le département a apporté des fonds. On a peut-être un défaut de TI aussi. Mais la région n'a pas suivi. Voilà. Donc, quand on veut développer son territoire, quand on a la volonté de développer son territoire industriellement, on accompagne les PME à grossir, à exporter, à prendre des muscles. La question de la mobilité qui est un vrai sujet aussi sur notre région. Mobilité au sens large, quoi. Les infrastructures de mobilité qui permettent le développement aussi économique et le rayonnement sur national et international, c'est un vrai sujet. Tu parles de l'aéroport? À la Non, liaison. mais enfin, on va appeler un chat un chat. La liaison TGV. La liaison TGV, oui. C'est des vrais sujets, enfin, c'est des enjeux pour les entreprises. Et pour l'instant, oui, Ça, c'est un frein à l'industrie, aujourd'hui? Ah, c'est un frein à la localisation. Parce que ce Pour qui est moi, c'est particulier un dans frein. l'industrie, c'est que c'est pas délocalisable. Enfin, là, tu es face à toi des industriels qui ne vont pas délocaliser. Or, la mobilité est un problème. C'est même un frein sur l'attractivité des collaborateurs, des personnes qui peuvent rejoindre les entreprises du territoire. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Philippe, toi qui... Non, mais c'est clair que la partie mobilité, puis pas que après. Dans la région, il y a la formation aussi, quand même. Leur axe clé, puis le financement de l'innovation, quoi, et notamment du FEDER. Quoi. On sait qu'on a rendu des fonds, quand même. Il y a des fonds qui n'ont pas été utilisés, qui ont été rendus à l'Europe. Donc ça, c'est un peu... Et que peut faire le MEDEF régional pour ça? Ben, aujourd'hui, oui, la relation avec la région, c'est géré par le MEDEF régional. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut une présence un peu plus appuyée. Et puis après, il n'y a pas que la région, parce que nous, localement, chaque MEDEF territoriaux, on peut aussi agir, essayer de développer des relations avec eux pour essayer. Il faut sortir des projets, quoi. Mais ce qu'a dit Eric est vrai. Moi, je l'ai fait l'accélérateur il y a 2 ans, 3 ans. On avait fait l'accélérateur passer d'une PME à une ETI. Du coup, et c'était financé à 50% par la région. Est-ce qu'on Avec souffre un d'un programme manque de formation qui était super intéressant. Est-ce qu'on souffre d'un manque de TI en Bourgogne? Je pas qu'en Bourgogne, en France. C'est en France en général, en fait. De toute façon, C'est les tâches qui nous manquent. On manque de TI. Après, développer une ETI, c'est pas si simple. Et puis, c'est vrai que l'accompagnement des dirigeants, quoi, ça peut être un axe important. Mais le développement à l'international, du coup, c'est pareil. Quand on veut grossir, il faut aussi exporter. Du coup, là, on revient aussi aux problématiques de mobilité. Donc, la région, c'est quand même elle qui porte le développement économique. Donc,
c'est un acteur important sur le territoire. La mobilité, c'est un gros axe de travail du... Après, je suis assez... Enfin, je veux dire, après, je pense que Jean-Claude, tu n'as pas eu de lien avec la région, mais tu as monté ta boîte. Enfin, je pense que surtout en tant qu'industriel, enfin, industriel ou chef d'entreprise, déjà, c'est vrai qu'en moins ils en font, s'ils pouvaient nous laisser faire, Oui. et se mêler que de ce qu'ils regardent, ça serait déjà pas mal. Ça serait peut-être même mieux. Aujourd'hui, on parle du MEDEF et des autres, hein, que ce soit la CPME, tout ce qui est géré en paritarisme, ça fonctionne quand même mieux que l'État. Hein. Aujourd'hui, il ferait mieux de nous laisser plus de choses en gestion. Ce serait peut-être pas mal. Très bien. Il y a un autre gros sujet en fait aussi qu'il faut évoquer au niveau de la région, c'est qu'aujourd'hui on a des entreprises qui sont quand même très très dynamiques. Des entreprises, moi je parle par exemple de Framatome, on parle de Safran, on va parler du CE de Valduc, etc. etc. C'est bien beau de vouloir grossir, mais en fait la région aujourd'hui elle doit travailler aussi sur son attractivité et éviter que les entreprises se prennent les salariés qui vont passer d'une boîte à une autre. Mais les salariés, c'est ça. Ah ben il y a un énorme problème de vivier homme. Et pour ça, il faut que la région, elle vienne à travailler sur son réseau. On parlait du ferroviaire, par exemple. Pardon. Qu'elle attire des cols blancs. Exact. Bah, et pas que des cols blancs. Non, pas que. Aujourd'hui, Framatome, ils sont en train de chercher plusieurs. Moi, je pensais qu'il y avait une crise du personnel que dans la boulangerie, mais non, visiblement. Non, c'est du vérité. Désolé. Donc développement, ça passe aussi par des hommes. Voilà, et ça passe principalement par des hommes, et pour ça il faut être attractif pour éviter d'avoir ce phénomène de saut de puce de salariés dans les entreprises. Parce qu'aujourd'hui il y a quand même aussi de l'agression via ces groupes, et c'est pas forcément vertueux. C'est très intéressant pour nous médias, en tout cas c'est plein d'enseignements. Je pense qu'on va s'attacher à aller sur ce terrain-là de plus en plus, parce que je sens bien que c'est un problème régional, c'est aussi un problème national. Bon, alors, je ne vais pas relancer un débat plus politique que ça, mais quand même. C'est un de nos gros soucis sur ce territoire vaudois, l'attractivité, faire venir de la maîtrise intermédiaire, avoir des boulots pour le conjoint, tout ça c'est un enjeu énorme. Les loger. Pourtant, on vit tellement bien ici. Nous, on réfléchit à acheter un immeuble pour loger nos collaboratrices et collaborateurs qui ne peuvent pas se loger sur le territoire. Et on fait, alors d'un point de vue de circulation des gens entre Dijon, Bonne, Sœurs, Châlons, c'est la fête. Hein. Wow, tout le monde s'en fout, mais c'est un truc de dingue. C'est une énergie qui est dépensée, c'est de l'argent qui est dépensé, c'est de l'écologie qui est mal gérée. Mais ça n'intéresse pas, en tout cas, la communauté d'agglomération dans laquelle nous sommes. Okay. Et là-dessus, oui, on va à la grande industrie. On va passer à la grande industrie. Merci Jean-Claude. Ma chère Sandrine. Voilà. Alors Sandrine, c'est un autre cas de figure quand même. Déjà, moi je suis pas très bonnoise. Bon, on s'en fout, ça, c'est pas le sujet. Moi, je me sens presque quand j'entends Eric qui ramène à Beaune. Oui, mais en fait, nous sommes à Beaune, mais le sujet, c'est la Bourgogne. D'accord. Okay. Alors, je vous invite à relire l'histoire de la famille Lescure. Ah, oui. Voilà. Pub. Doudou. Regardez un. Oui, je vais t'en donner un. Super. Je suis sympa, comme tu es sympa avec nous, là. Super. Voilà. Et alors, moi, j'ai une première question. C'est que reste-t-il de nos amours avec Seb aujourd'hui? Que reste-t-il concrètement sur le territoire côte-d'Orient et plus largement bourguignon de Seb aujourd'hui? Il reste le berceau historique du groupe. D'accord, ça c'est un lieu. C'est-à-dire Selonger. Pour la petite histoire, Seb, ça veut dire société d'emboutissage. Ne dites pas embouteillage. Pas d'embouteillage, d'emboutissage de Bourgogne. Et tout a commencé il y a environ 170 ans avec un certain Antoine Lescure, rétameur ambulant de son état, qui traversait la France de village en village et qui s'est sédentarisé à Selonger parce qu'il est tombé amoureux. Le génie de l'emboutissage, c'est de faire les choses d'un seul tenant, c'est ça? Oui, c'est d'emboutir, voilà, c'est de partir d'un... Beaucoup d'entre vous le savent, mais tout le monde ne le sait pas. Voilà.
d'un disque ou d'alu, d'inox, et de l'emboutir pour lui donner une forme. Voilà. Alors, Seb, dans le monde, aujourd'hui, c'est plus de 30 000 emplois, c'est ça? C'est 33 000 collaborateurs, oui. Okay. Environ 150 pays. Oui. Et toujours, en Côte d'Or, le siège social de la société SEB, qui est une des multiples sociétés. Alors c'est quoi Écully par rapport à... Écully, c'est le siège du groupe. D'accord. Le siège mondial du groupe. Selongé, c'est le siège de la société SEB. Ça reste le berceau historique. Ça reste l'entreprise, l'usine originelle de fabrication de l'autocuiseur. Il y a encore en Côte d'Or le site d'Issurtille, qui est un site qui était qui a changé de vocation, qui était jusqu'alors dédié plutôt à la friteuse, qui a su merveilleusement se renouveler grâce à un produit magique qui s'appelait Actifry, qui était la friteuse sans huile. Qui aujourd'hui, c'était un produit révolutionnaire, mais c'était il y a 17 ans, c'est ce que j'arrête pas d'expliquer. À un moment, au bout de 17 ans, c'est plus une révolution. La cocotte, ça a duré longtemps. Mais... C'est plus une révolution, c'est une icône. Pas faux. Donc aujourd'hui, on va arrêter ce produit parce qu'il ne se vend plus, parce qu'il s'est trouvé supplanté par un nouveau produit dont vous entendez tous parler à la télé, qui est le fameux air fryer. Tu connais ça, toi? Ouais, tout le monde connaît l'air fryer. Bah, pas moi. Bon. Alors, faites au moins l'effort d'acheter des air fryers Molinex ou Tefal. Non, mais ça veut dire qu'il y a de la marge. Si je connais pas, c'est que... Plutôt oui. Et donc, décision du groupe, parce que le groupe a un fort attachement à l'ancrage local. Allez-y, voilà. C'est de reconvertir ce site en site de reconditionnement pour l'Europe. C'est-à-dire que nous sommes en train de transformer ce site... On passe de la production au reconditionnement. Voilà, c'est ça. Puisque avec le développement du e-commerce, on a de plus en plus de retours clients. Vous savez que quand vous achetez sur Internet, vous avez 14 jours de délai de rétractation. Donc ces taux de délai de rétractation sont importants, hein, puisqu'on est en moyenne 5% sur nos sites de marque, on est à 7% sur Amazon, et on sait qu'en Chine, qui est devant nous, on est à 25%. Ah oui. Donc on se dit qu'on a une marge phénoménale de produits à récupérer et à reconditionner. Et puis vous savez aussi que c'est très tendance, et c'est vraiment dans les attentes de beaucoup de consommateurs, et en particulier des jeunes générations, d'avoir des produits qui soient reconditionnés pour des raisons économiques, certes, mais aussi beaucoup pour des raisons écologiques. Donc on va transformer ce site. Reconditionner, ça veut dire que, par exemple, quand... Ça veut dire que quand tu vas... C'est quoi le chemin Ça veut dire que quand tu achètes un produit sur Amazon, admettons, on achète un produit sur Amazon, il y a 7% de ces produits qui sont achetés sur Amazon qui nous sont renvoyés. Parce que le consommateur n'en vaut pas, pour une raison X, Y, et d'ailleurs, pas obligatoirement. Non. Pas obligatoirement. Pas obligatoirement, ça peut être que j'ai reçu ça en cadeau, et en fait c'est un cadeau qui ne m'intéresse pas. Ça me paraît énorme, c'est que le début. C'est que le début. Je ne parle pas de certains consommateurs qui, plutôt que d'aller voir leur service de réparation agréé parce qu'il faut changer une pièce, commandent le produit, réceptionnent le produit, prennent la pièce qui les intéresse et nous renvoient le produit. Oh oui. Eh ouais. Donc, non, c'est d'ailleurs un phénomène qui va s'accentuer, c'est incontestable. Donc, ce sont des produits qui nous reviennent. Ouais. Qu'il faut. Puis il y a le produit qui revient, qui n'a pas été ouvert. Celui-là, c'est pas difficile, on peut le remettre dans le circuit de la distribution. En revanche, dès que le produit a été ouvert, ça peut être, je le sors, je le mets sur mon plan de travail. Ça passe par un contrôle, j'imagine. Et je me dis, non, il me plaît pas, c'est pas la couleur que je voulais. Des fois, on en achète deux. Hein. Enfin, tous les gens qui font
des chaussures et des robes le savent encore plus. Hein. C'est pas très carbone zéro tout ça. C'est pas très carbone zéro, mais bon. c'est très nouveau consommateur où tout est dû. Et bon. Donc nous, on va récupérer ces produits, les déballer, les vérifier, évidemment les remettre en marche pour voir s'ils marchent bien. Éventuellement... Et là, tu nous parles de Selonge, là ? De Lys-sur-Tille. De Lys-sur-Tille, parce qu'à Selonge, la production continue. Bah oui. D'accord, non, mais... Oui, la cocotte est éternelle. On va remettre les accessoires qui manquent, si c'est des accessoires qui manquent, voir s'il n'y a pas eu un défaut au démarrage. Enfin voilà, et remettre ces produits en circuit. L'expérience des vélos, Simoncini s'est arrêté. C'est pas arrêté. Alors, ah d'accord. C'est pas arrêté. C'est la deuxième fois ce soir qui m'a dit ça tout à l'heure. C'est la deuxième fois qu'on dit qu'on a arrêté le vélo. Mais ça, c'est la fake news ou l'information telle qu'on la perçoit, parce que, comme quoi il faut communiquer. Quand on est un grand journaliste d'investigation, on ne se contente pas des fake news. Waouh. Alors là. J'ai pris dans l'élan celle-là. Mais je peux être second degré aussi. Hein. Non mais en fait, quel est le ratio entre la production de vélos et le reconditionnement aujourd'hui ? Bah, pour le moment, le reconditionnement, on n'en fait pas. On est en train de transformer l'usine, là, pour le moment. Ah oui. On a annoncé qu'on allait le faire, on est en train de transformer l'usine. Ça demande un petit peu de boulot, quand même, de transformer une usine en usine de reconditionnement. On est censé démarrer le reconditionnement en mars 2025. Oui. Donc pour le moment, on fait plus de vélos que de reconditionnés. Les deux activités vont cohabiter. Les deux activités vont cohabiter. C'est prévu comme ça. Les deux activités vont cohabiter et on continue dans le vélo. Dans le vélo, on continue avec Marc Simoncini, mais soyons honnêtes, les volumes ne sont pas du tout aux attendus. Pas à la hauteur des espérances. Non, pas du tout. En revanche, on regarde s'il y a d'autres partenaires qui peuvent être intéressés parce que il y avait une question tout à l'heure, c'est quoi l'industrie ? Oui. Parce que nous sommes des industriels. Et ça intéresse beaucoup les gens qui ont envie de faire des vélos. Parce que l'industriel, c'est aussi quelqu'un qui sait optimiser ses process. Et je comprends la bière artisanale pour tout le côté, j'ai des produits de proximité, j'ai des composants de proximité. Mais je crois que la différence entre l'industrie et l'artisan, c'est aussi ça. L'artisan fabrique, l'industriel, il optimise. Je redis, ça tourne avec deux personnes. Ouais. Bon, ce qui est artisanal chez nous, ce sont les intrants. Ouais. Mais le process est extrêmement automatisé, donc très optimisé. Ouais. Et un industriel, c'est quelqu'un qui sait faire des gros volumes de manière très efficace et optimisée. J'imagine que dans un groupe comme le tien, on essaie d'avoir des visions sur le long terme. On essaie. Est-ce que, sans trahir les secrets, est-ce qu'on a une vision sur le long terme du positionnement de l'industrie SEB en Côte d'Or ? Ah bah, alors, il y a plein de questions derrière tout ce que tu veux dire. Il y en a une qui en amène d'autres, j'imagine. Oui. C'est quoi l'avenir de l'industrie SEB en Côte d'Or ? C'est quoi l'avenir de l'industrie de l'électroménager en Côte d'Or ? Alors, c'est quoi l'avenir de l'électroménager en France ? Alors, en fait, derrière, il y a une question, tu as raison. C'est quoi ? Non mais, première question, c'est quoi l'avenir de l'électroménager et l'avenir de... moi, j'en sais fiche, je crois rien. Moi, je te dis qu'en France, il y a un Mohican qui s'appelle SEB et que si le Mohican SEB voulait être optimum et faire comme tout le monde, il ne produirait pas ici. Il y a longtemps que ce ne serait plus en France. Donc, d'accord ? Ça rejoint. Donc, après, quel est l'avenir de l'industrie SEB en France ? Mais c'est avant tout une volonté politique du groupe. Qui est liée à l'attachement au territoire, à la famille Lescure, qui est encore dans le capital. Qui est liée au fait que, quand bien même nous sommes un grand groupe, on commence à être dans les grands, et que l'on... Oui, enfin par rapport à... Oui, c'était relatif. Total, j'ai vu. Il y a des nains. Total énergie. Bon. Oui, on a quand même un actionnaire familial qui reste majoritaire.
Ouais. et qui est organisé pour rester majoritaire. Donc on dira que tant que la famille est là, ça stabilise les choses. Tant que l'actionnariat familial Hum. est là, dans l'actionnariat familial, il n'y a pas que la famille. Donc on est presque dans un choix qui pourrait être qualifié par les autres industriels d'irrationnel, puisque on n'est pas dans les canons du modèle économique Ça qui dépend. privilégierait un autre lieu de production. Ça dépend quel est le choix que l'on fait. Moi, quand j'entends jamais dans mon entreprise, j'aurai des collaborateurs qui travailleront en 3-8, ça peut paraître irrationnel. Le principe d'un Moi, ça industriel, m'étonne pas de lui. Hein, le principe d'un industriel, c'est quand même d'optimiser son outil de production et d'essayer, si possible, de le faire bosser 24 heures sur 24. Donc, ça peut sembler irrationnel. On a le droit d'avoir des convictions. Et J'ai pas dit que c'était mal de bosser en 3-8. Hein. Oui, oui, oui. Je dis pas ici. Parce que c'est autre chose. Donc, c'est peut-être irrationnel de continuer à travailler en France. Ça ne l'est pas pour le groupe SEB, qui en fait une fierté et qui veut en faire une valeur ajoutée. Alors, il y a combien de personnes qui travaillent encore à Selonget et à Is-sur-Tille aujourd'hui? Entre Selonget et Is-sur-Tille, on a environ 600. D'accord. Il y a eu des heures plus grasses en matière d'emploi. Il y a eu des heures plus... À la pointe, on était où? Oui, mais on ne peut pas comparer, ce qui n'est pas comparable. Il y a 40 ans, on était 1200. Ok. Mais il y a 40 ans, on n'avait pas 100 automates dans l'usine de Selonget. Non, mais on a vu des chutes plus graves, hein, Kodak, à Chalon, etc. Oui. Et puis alors, donc, je continue sur l'avenir de SEB en Côte d'Or. Et puis, nous sommes en train de faire un investissement de 30 millions d'euros pour une plateforme logistique. Ça, c'est bon signe. Pour l'Europe. Qui sera à Tilchâtel. Qui est à Tilchâtel, parce qu'elle est déjà bien poussée. Et ce type d'investissement s'amortit sur combien de temps dans le milieu industriel? Parce que ça donne une idée de la vision, au moins, qui est accolée à l'investissement. Voilà, moi je ne suis pas à la direction logistique. Les calculs, je ne les ai pas comme ça en tête, mais le rationnel, c'est de se dire qu'on a intérêt à investir dans un bâtiment, surtout un bâtiment logistique. Ça a beaucoup de valeur, les bâtiments logistiques. Ouais. Bien fait. Un bâtiment logistique en propre et de le faire exploiter par un prestataire logistique dont c'est le métier, et que tu l'amortis vite plutôt que de déléguer la gestion de ta logistique, incluant les bâtiments, par un prestataire. Logique. C'est ça le rationnel. Après, l'autre rationnel, qui l'est un petit peu moins, c'est que quand on fait une stratégie d'implantation d'une plateforme comme celle-là, puisque c'est pour l'Europe, on calcule tous les entrants et tous les sortants et où est le barycentre. Et le barycentre tombait à Châlons-en-Champagne. Non. Si. Et là... C'est rassurant. Et là, on s'est dit, franchement, à 100 km près, on y est. On va quand même pas abandonner la Côte d'Or, et on a ramené... C'est un excellent argument. On a ramené... Voilà. Mais donc, alors, Jean-Claude disait tout à l'heure, les élus foutez-nous la paix, laissez-nous bosser, c'est ce que tu disais, hein, voilà. Toi, t'en penses quoi par rapport aux élus côte-d'Oriens? Est-ce qu'ils sont là à veiller un peu sur ce bijou côte-d'Orien tous les jours? Est-ce que tu les vois? Est-ce qu'ils viennent dire, mais... Alors, on a parlé... Est-ce qu'ils prennent soin de ta santé? On a parlé des... Pas que la tienne, hein, celle de... On parle des élus côte-d'Orien, ou on parle des élus régionaux? Je pense que malheureusement, moi je parle des à Besançon ils sont au foot, hein, c'est ça, voilà. Par contre, je pense que à Dijon ou à... Sincèrement, les élus côte-d'Oriens sont très soucieux de SEB, évidemment, sont très concernés par SEB. Moi je dis toujours que quand SEB éternue, la préfecture s'enrhume. On est en relation régulière. Et chaque fois que l'on a besoin, qu'on a un projet et qu'on a besoin d'aller voir quelqu'un, sincèrement, on a toujours les portes ouvertes et une très bonne écoute. Que ce soit au niveau du département,
que ce soit... Enfin, on avait un préfet exceptionnel. Bon, Oui, il y a une part. Ouais, bon, après, il est bien passé maintenant, ça peut aider. Il y a une partie... Oui, enfin, on est un peu moins... Bon. Mais si on prend le cas de Selonget, qui doit faire à peu près 2000 habitants, non, c'est ça? Oui, 2005, je crois, oui. Est-ce que tu as une idée du taux d'implantation des emplois directs SEB dans la commune? Ben... je sais pas... est-ce que c'est cette ville ou est-ce que c'est Sebville parce que déjà on est au cœur du village, donc oui. C'est difficile de nous rater quand même. Hein, Vous êtes lié dans tout l'associatif de cette ville. Oui. C'est historiquement, Selonget, c'est assez... Enfin, moi je suis de ce coin-là, donc voilà, hein, c'est pour ça que je suis native juste à côté Selonget. Enfin, vous avez toujours été très impliqué sur les associations sportives, le collège, tous les... Bon, sur les 2500 habitants, je sais pas, j'ai pas fait les calculs précis, mais alors, on va dire que sur les 600 salariés qui sont dans le coin, on en a au moins 300 qui sont vraiment de Selonget-Isturtille ou les villages ça donne une idée de environnants. Donc il y a un ancrage et c'est vrai que quand on habite Selonget, le Graal c'est de travailler à la SEB. Est-ce que tout ça se tient en fait entre c'est le serpent qui se mord c'est le chat qui se mord la queue, c'est-à-dire que d'un côté on a de l'emploi, on a un ancrage des salariés dans le territoire, on a les élus autour. Est-ce que c'est aussi un outil de protection sur le territoire? Tout ça, ce système, est-ce que ça protège? Est-ce que ça protège le destin de l'entreprise? Moi je crois que ce qui protège vraiment c'est la volonté politique du groupe. C'est ça. Okay. Moi, je crois que c'est ça qui protège beaucoup. Les pouvoirs publics, les élus locaux, ils ont le pouvoir de nous faciliter certaines choses. Ils n'ont pas le pouvoir de décider de l'avenir de l'entreprise. Ceux qui décident de l'avenir de l'entreprise, c'est les consommateurs. Et tu disais tout à l'heure, comment tu fais quand ta prod... c'est ta prod qui pousse tes... À partir de quand Mais jamais, enfin, c'est pas la prod qui pousse. C'est l'inverse. Bah oui, c'est le conso qui tire. Et s'il n'y a pas de conso, il n'y a pas de prod. Et à Selonget, on tourne plein pot ou on a encore une marge de manœuvre aujourd'hui? Non, on a de la marge de manœuvre. Hein. Vous pouvez tous aller commander des cocottes minutes pour Noël. Je vous garantis que c'est un excellent produit. Vous allez faire plaisir et on saura vous les fabriquer dans les temps. Bah, il s'en vend énormément dans le magasin de Seb à Selonget. Parce que c'était la dernière promo, c'était il y a 2 semaines, non? C'est ça, non? Il y a 2 semaines, c'était la grande braderie annuelle. Ouais. J'ai vu des gens qui allaient là-bas comme des fous furieux. C'est dingue. C'est complètement délirant. Il y a des mecs qui viennent avec des camping-cars. Des remorques. La veille. Et ils arrivent la veille. On a eu 13 000 visiteurs en 3 jours. C'est incroyable. Et on a raté le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. À 2 000 euros près. Ah, donc c'est une ressource qui n'est pas neutre. Ouais. Parce que sinon, ça n'avait pas d'issue, ce matériel. Ou beaucoup moins. Non, mais... Alors, si, ça avait de l'issue. Bien sûr que si, ça avait de l'issue. Alors, comment ça marche? Pourquoi on arrive à faire des braderies comme ça? Parce que les gens le demandent. C'est historique. Hein. Parce que les gens le demandent, c'est historique. C'est un peu comme les habillés à 3. Quand on a créé le magasin de déstockage, parce que je vous signale qu'il y a un magasin où vous pouvez aller toute l'année et où vous avez des tarifs très intéressants, où c'est les mêmes produits. Moi, j'étais convaincue qu'on allait se débarrasser de la braderie, parce qu'en termes d'organisation logistique, c'est quand même quelque chose. Gérer 13 000 visiteurs sur 3 jours. C'est énorme. Heureusement qu'on a plein de bénévoles qui viennent nous aider, parce que les parkings, c'est quelque chose à organiser. Donc on pensait que ça allait tuer la braderie, ce qui nous aurait bien arrangé. Pourquoi? Parce qu'on a un magasin qui est là, qui met les mêmes produits à disposition, et tout le monde peut y aller quand il veut, comme il veut, au moment où ça l'intéresse. Moi, je pensais que les gens allaient être contents d'être libres, de ne pas faire la queue,
pendant 2 heures pour aller payer sa cocotte minute, alors que je peux aller faire ça confortablement dans un magasin qui est ouvert toute l'année et où j'ai les mêmes tarifs. Eh ben non. Il y a ceux qui vont au magasin, mais il a quand même fallu remettre la braderie, parce que la braderie, c'est comme la foire de Dijon, quoi. On va à la foire et on veut repartir avec son produit. Et les employés de Seb, ils ont des conditions particulières, eux aussi? Bah oui, évidemment. Enfin, c'est quoi, à titre d'exemple? Bah c'est un consommateur, non, un consommateur, il a 15% et nous, ils ont un petit peu plus que 15%. C'est-à-dire? Bah un petit peu plus. Ça crée pas un deuxième marché, ça? Parce que moi, je suis employé chez Seb, j'en vendrais à mon cousin, ma cousine, voilà quoi. Il y a aucune morale. Je te confirme, il y en a qui n'ont aucune morale. Il a fallu qu'on arrête certains dispositifs. Parce qu'il y a simple à gérer que ça. Il y a des systèmes de vente par correspondance aussi, où quand on se rend compte qu'un salarié fait 6 000 € d'achat c'est qu'on avait produit plus que son salaire, c'est un peu compliqué. On régule un petit peu tout ça, mais donc il y a du marché. Les gens ils aiment acheter, ils aiment avoir l'impression de faire des bonnes affaires. Moi je suis pas inquiète. Alors pour terminer, plus globalement, quelle vision tu as de l'industrie en Bourgogne, toi, qui depuis ton piédestal de Selonget? Moi, je trouve que la région bourguignonne n'est effectivement pas une région très Oui, la région de Bourgogne. Moi, je parle de Bourgogne. On parlera de Bourgogne-Franche-Comté. Et pas très industrielle, alors qu'effectivement, la Franche-Comté est beaucoup plus industrielle. Je crois... Quel est le problème? Pourquoi alors qu'on a pourtant de belles histoires industrielles. Mais je crois que je pense au bassin minier et tout ça. Je pense que pendant des années, on a préféré le tertiaire aux industries en Bourgogne. Oui, à Dijon. Enfin, moi je suis Bresson-Chalonnais, j'ai pas la même perception des choses. D'accord. Voilà. D'accord. Il me semble que c'est Dijon qui fait l'exception. Oui, et ben c'est... Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que dès qu'on va en Saône-et-Loire, on a de l'industrie. Et on a de la ruralité de l'industrie. C'est vrai. C'est très côte-dorien, ça. C'est vrai, c'est très côte-dorien et c'est très dijonnais. Tu as raison. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour redonner du nerf à tout ça, d'après toi, si tu as une idée? Qu'est-ce qui manque? Moi j'ai entendu tout à l'heure, alors c'était peut-être toi et puis je crois qu'il y avait aussi Eric ou Jean-Philippe, je ne sais plus, qui disait laissez-nous faire, les entreprises, laissez-nous faire. Moi je suis assez d'accord, ce qu'il faut nous laisser faire. Là je vais faire un petit peu mon poil à gratter. Par contre ce serait bien que les entrepreneurs arrêtent de tout le temps pleurer, parce que quand on dit foutez-nous la paix, laissez-nous faire, on arrête de pleurer sans arrêt d'avoir des aides, des subventions et des machins. Quand on veut la liberté, c'est dans les deux sens. Excusez-moi, c'était mon petit côté... Bon, bah voilà. Merci Sandrine. Je l'en prie. Alors, elle va nous monter au nez. Voici la moutarde. Elle n'est pas ducale, elle est reine de Dijon. Bonjour. Bonjour. Alors, Luc, alors j'essaie de bien le prononcer parce que après je vais me faire tirer l'oreille par Christine. Luc van der Mazen. Voilà. Bon, il a un nom très local. Très flamand. Exactement. Bah, ça tombe bien. À Beaune, il n'y a pas plus flamand que Beaune. Vous êtes au courant quand même. Voilà. Alors, peut-être qu'on peut rappeler que Reine de Dijon est sous capitaux allemands depuis combien de temps? Alors, sous capitaux allemands depuis 1997 partiellement et 98 totalement. D'accord. On a une maison mère qui est une entreprise familiale, 4e génération, qui fabrique de la moutarde. La maison mère, elle est où? Elle est basée à Munich. D'accord. Moi, je croyais qu'on faisait de la moutarde qu'à Dijon. Mais non, mais en fait, c'est une famille huguenote qui a fui la France et qui est passée par la Suisse et qui ensuite a dû fuir la Suisse pour des raisons pas très claires. Non, je pense que c'était plutôt une histoire de mariage interdit et donc qui s'est réfugié ensuite à Munich
et qui a été le créateur, en fait, il y a quelques années, de la moutarde sucrée bavaroise. C'est un produit qui est classé au rayon confiture chez nous, mais qui se consomme avec une saucisse de veau le matin vers 10h. Ça a l'air très léger tout ça. Ouais, c'est assez particulier, mais en fait, donc, non, c'est un groupe qui fait de la moutarde et des sauces condimentaires froides, et donc qui a investi dans Rennes de Dijon. C'est un groupe de quelle taille? Alors le groupe approche le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ah quand même, ouais. Mais avec une très forte croissance ces dernières années, d'ailleurs comme Rennes de Dijon. Et une histoire qui remonte à 1850 ou 48. Et nous, c'est 1840. Donc on est un peu plus vieux qu'eux, ça nous fait plaisir. On était installé à Velar-sur-Rouge pendant tout le 19e siècle. Tout le monde connaît le siège, j'imagine. Voilà, la grande maison bleue. Velar-sur-Rouge, puis Fleuret-sur-Rouge depuis 1997. Ouais. Moi, je suis arrivé en 1997. J'ai vécu 3 mois dans l'ancienne usine. On fabriquait de la moutarde. Parce que vous êtes à Rennes de Dijon depuis le début de l'histoire allemande, en fait. Oui, en fait, c'est un Suisse qui était le client de l'entreprise et qui a eu peur de voir disparaître son fournisseur. Parce que l'entreprise n'allait pas bien en 1950, 60, 70. L'entreprise a totalement loupé le virage vers la grande distribution. Donc on s'est retrouvé à servir l'export et à servir les grossistes en France, où les marges en moutarde sont pas forcément terribles. Et puis les autres ont profité, sont installés un peu dans la grande distribution, puis nous pas du tout. Et donc on s'est retrouvé finalement dans une situation qui était financièrement difficile. Et le Suisse s'est dit, je vais voir mon fournisseur disparaître, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas acheter chez les autres, qui ne voulaient pas d'ailleurs forcément le vendre. Donc il rachète son fournisseur avec un projet industriel qui voit le jour d'une façon un peu différente de ce qu'il avait envisagé, parce qu'à Velar-sur-Rouge, il n'y avait pas de foncier. Donc on est allé dans le village d'à côté, Fleuret-sur-Rouge, où on trouvait qu'à l'époque il y avait beaucoup de place. Aujourd'hui on trouve qu'il n'y en a pas eu assez, mais on est un peu à l'étroit. Et puis qui investit dans des outils modernes et qui décide de relancer une fabrication. Et puis là-dessus, les Allemands qui avaient envie de s'étendre un peu en France, qui étaient également clients de la société pour la moutarde de Dijon, ont décidé de surinvestir en rajoutant à notre fabrication de moutarde une fabrication de sauce condimentaire qui est l'activité du groupe. Voilà. Alors, pour restituer le Rennes de Dijon, j'ai ça en tête, mais peut-être que je me trompe complètement. Il y a 5 grands fabricants sur la région, non, c'est ça, encore aujourd'hui? Sur la région, on est 4. 4, mais alors j'en étais encore à 5, historiquement. Mais bon, peut-être 4. Ouais. Et si j'ai bonne mémoire, ces 4 représentent 80% de la consommation de moutarde en France, c'est ça? Oui, largement. Oui. Largement, ouais, donc ça c'est intéressant. Ça veut dire que la légitimité territoriale elle est très forte. La moutarde de Dijon, même si c'est une appellation de process, voilà, c'est une appellation de process, c'est pas une appellation d'origine. Aujourd'hui, effectivement, le fait d'être implanté localement fait qu'on est plus à l'aise pour avoir une légitimité internationale. Et on est un produit qui évidemment est ancré sur son terroir de façon très forte, c'est évident. Le consommateur averti, il connaît la marque, Rennes de Dijon, ou Falot ici, ou Amora, mais ce qui fait le gros de la production, c'est la marque distributeur, non? Non. Pas encore en France, justement en moutarde, en dépit des problématiques de pénurie qu'on a pu connaître il y a 2 ans, où les marques de distributeurs ont pu tirer un peu leur épingle du jeu. Non, les marques dominent sur ce segment. La marque de distributeur représente 30-35%, ce qui est pas énorme. En fait, il y a encore les marques qui dominent. Combien de personnes travaillent à Fleuret? Alors aujourd'hui, on est 175 et on cherche plus de 15 personnes. Donc ah oui, vous êtes aussi dans une crise de recrutement. Une crise de recrutement complète. On était 23 quand je suis arrivé en 97, donc on a pas mal progressé. Alors on a une activité qui s'est bien développée, moitié-moitié, moutarde et sauce. Donc, moutarde et sauce. On fait les deux. Et le groupe a fait exactement la même chose. Et en tonnage, ça représente combien de tonnes tout ça? Un peu plus de 40 000 tonnes. Donc c'est une industrie. On n'est pas de l'artisanat,
Pas vraiment, non, voilà. On ne peut pas dire comme ça. On peut pas dire comme ça. Voilà. Alors, vous avez pris un grand virage bourguignon quand même ces dernières années, c'est-à-dire la marque Bourgogne, l'appellation Bourgogne, vous la revendiquez de plus en plus. Vous en êtes où dans vos cultures? Alors en fait, d'abord on a une IGP, moutarde de Bourgogne, qui existe depuis 2009. Et ça, c'est protégé, alors que moutarde de Dijon... Ça, c'est la profession qui l'a poussé, celle-là. Tout à fait. C'est la profession, et l'ensemble de la profession qui a poussé. On a mis beaucoup d'années à obtenir cette certification IGP. On l'a étendue sur une IGP moutarde à l'ancienne. Elle vient toujours du Canada, en principe. Ah non, alors ça, on n'y est plus du tout. C'est plus du tout la réalité. C'est vrai qu'en 97, quand je suis arrivé, il n'y avait quasiment pas de moutarde en Bourgogne. Ça avait totalement disparu. C'est une graine qui n'est pas aidée par l'Europe. C'est tout petit, hein, en fait. C'est très important quand ça manque. Mais sinon, en termes de tonnage, la moutarde, c'est ridicule au niveau mondial. Au total, la France a besoin, et on est le plus gros fabricant mondial de moutarde de Dijon, on a besoin de 40 000 tonnes de graines de moutarde. Donc c'est absolument ridicule comparé aux millions de tonnes de colza, ou je ne parle pas du blé, où là on arrive sur des tonnages encore plus extrêmes. Donc c'est vraiment tout petit. Il n'y a pas de cours mondial. Quand on parle du cours de la moutarde, c'est parce qu'on a eu des informations confidentielles, mais sinon il n'y a rien de public. Et pour produire une tonne de moutarde, il faut quelle surface en moyenne pour qu'on se rende compte? Alors ça, que je me trompe pas. Non, parce que en culture, on parle de quintaux, on parle pas de tonnes, donc déjà faut ramenons au quintot, je ferai la traduction après. Non, alors, en Bourgogne, on espère atteindre à terme 17 ou voire 20 quintaux à l'hectare. À l'hectare? Ça serait pas mal. Ah ouais. Le colza, on est à 45, hein, donc c'est beaucoup moins. Mais en réalité, sur ces dernières années, on est plus près de 10. 10, 11, 12 quand ça va bien. Au Canada, où ils cultivent ça de façon tout à fait extensive sur d'énormes surfaces, ils sont plus près de 5. Mais il y a une réelle différence entre la plante bourguignonne et la plante canadienne? Est-ce que ça se traduit dans le... Il n'y a que des très très grands spécialistes qui sont capables de faire la différence. Gustativement? Gustativement, c'est impossible. Ah bon? Je dirais que c'est impossible. On peut parfois se rendre compte de différences de texture éventuellement, de différences d'apparence, mais c'est vraiment... personnellement, j'en suis totalement incapable. Vous faites de temps en temps des dégustations on déguste tout le temps, oui. Ouais. On passe son temps à faire des dégustations, parce qu'on déguste tout avant, on teste tous les échantillons, on teste tous les intrants dans l'entreprise sont vérifiés, contrôlés. Nous, on est 175, le CRS qualité, c'est 23 personnes, donc autant vous dire que c'est quelque chose qu'on... carrément. Ouais, c'est très important, on ne peut pas faire autrement aujourd'hui. Mais, en fait, la relance de la culture de la graine de moutarde en Bourgogne a été une excellente idée de la part de ceux qui l'ont lancée, qui a été très 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 longue à démarrer, parce que en fait, c'était compliqué, c'est une culture qui est compliquée. C'est fragile, c'est fragile, c'est une culture qui utilise relativement peu d'intrants, et c'est une culture qui est soumise aux aléas climatiques. Quand on supprime toutes les possibilités de traitement et qu'on n'en a plus, en fait, on prie le ciel que les milligètes viennent manger le colza plutôt que manger la moutarde. Il y a une époque, la règle de ceux qui cultivaient du colza, c'était si vous voulez protéger votre colza, mettez un peu de moutarde autour, comme les méligètes viendront manger la moutarde avant de manger le... C'est un pis-aller. Voilà, donc c'est pas facile. Donc c'est une culture qui nécessite effectivement de l'aide, mais la Chambre d'agriculture fait partie du programme d'aide pour justement essayer de relancer cette culture. Puis alors en fait, ce qui nous a aidé, il ne faut pas se voiler la face, hein, c'est la flambée des prix en 2009 au Canada. Donc 2009, c'est déjà assez vieux. Mais ça a rendu la plante française concurrentielle. Voilà, c'est-à-dire que là, on s'est dit, tiens, finalement, ça serait pas mal de se développer. Après, il y a eu 2, 3, 4 années qui ont été un peu plus difficiles, un peu plus lentes. Et puis là, on a eu l'année de 2022 avec le dôme de chaleur au Canada, récolte canadienne divisée par plus de 2, et une récolte bourguignonne qui, elle, pas très bonne non plus à cause d'un coup de gel, donc rien à voir. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé rien à voir avec de moutarde. Soyons clairs, la guerre en Ukraine n'a strictement eu aucune influence sur le. Ça c'est une fake news. C'est une fake news. Le seul qui a
qui a été correct là-dessus, c'est Michel-Édouard Leclerc qui à plusieurs reprises a mentionné cette situation en disant ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ça ne nous a pas empêché de découvrir des moutardes bulgares, roumaines et autres. Pourquoi on n'a pas pensé plus tôt à développer la plante en Bourgogne alors que le nom de Dijon le portait naturellement et encore plus l'IGP? Alors, le problème, c'est que c'est une question de coût. C'est que malgré tout, aujourd'hui, la graine de Bourgogne reste beaucoup plus chère à produire qu'à importer, canadienne, qu'à importer. Heureusement, on a quelques avantages ici. C'est que d'abord, on a de la recherche variétale, donc on améliore. On améliore la robustesse de la robustesse, la résistance, les réglementations qui changent. Parce que le coût lié à ça, c'est la fragilité aussi souvent. Alors, en fait, le coût, c'est le fait qu'on est sur des surfaces qui sont plus petites et des parcelles qui sont plus petites. Au Canada, ils s'en fichent un peu. C'est une culture de printemps. Ils ont des surfaces absolument énormes. Ils sèment quand la neige a disparu au mois d'avril et ils récoltent juste avant que la neige réapparaisse au mois d'août ou au mois de septembre. Et puis ils se fichent d'avoir des rendements très bas. Ils ont des capacités de stockage locales, ils peuvent utiliser beaucoup plus de pesticides que nous, donc effectivement, ils s'en sortent. Mais là, vous cultivez vous-même ou vous déléguez Alors ça, on délègue complètement. En fait, il y a une association. Il n'y a aucune terre à vous? Aucune. On a l'association Moutarde de Bourgogne, qui regroupe un institut de recherche, l'Institut Agro-Dijon, qui quand même améliore progressivement la graine. Il y a la Chambre d'agriculture qui apporte la recherche, qui apporte du savoir-faire dans la plantation. Il y a les organismes stockeurs qui vont stocker la graine, parce que sinon on ne sait pas où la mettre. Et il y a les industriels, évidemment. Donc il y a 5 industriels qui en font partie, les 4 bourguignons plus un industriel qui se trouve en Champagne. Ben voilà, c'est le 5e. Oui, c'est le 5e. Voilà. Okay. Et il y a également la PGMB, qui est l'association des producteurs de graines de moutarde de Bourgogne, et qui regroupe, eux, les agriculteurs, avec un nombre qui varie en fonction du prix de la graine. Plus on paye cher, plus on a des candidats qui veulent participer. Et puis aussi, il y en a qui on a bénéficié un petit peu de la disparition de la betterave dans la région, ça a donné un peu de terre, c'était pas mal. Et puis on a eu des années où on souffrait beaucoup parce qu'on avait des attaques de méligette, il y a des années où il y en a moins, on ne sait pas forcément pourquoi, c'est pas toujours facile à expliquer. On était très Bourgogne au départ. Vous avez dit des attaques de... Les méligettes, c'est un insecte qui... C'est le mildiou pour le... Oui, enfin, il y a d'autres, il y a la ptise, il y a des tas de petites bestioles qui viennent parfois manger la graine. Et donc, en fait, on a participé, nous, à ce programme. On a commencé petit, on s'est dit, bah, tiens, on va tester. Ça représentait au départ 5% de nos approvisionnements, puis c'est monté. On avait le projet de monter vers 35, mais on est redescendu à 25, voire même 20 quand la récolte a été mauvaise. Puis là, on est remonté, on va faire 50% l'année prochaine. Ah oui. Donc l'année prochaine, 50% de nos moutardes seront fabriquées avec de la graine française. Et tous nos produits à marque depuis déjà 2017. Et la graine bourguignonne, proprement dite, quel pourcentage? Alors pour nous, c'est 100%. C'est 100%, parce que, oui, en fait, on a la chance justement avec le 5e qui est en Champagne. On lui donne les quantités, on se swap les quantités. On lui dit, nous, ça nous intéresse d'avoir la Bourgogne. Lui, il s'en fiche du moment qu'elle soit française. Donc voilà, on a quelques... En fait, on a Bourgogne, ensuite c'est devenu Bourgogne-Franche-Comté, parce qu'on n'a pas eu le choix, c'était imposé. Et puis après, on a un peu étendu vers la Seine-et-Marne et vers l'Aisne pour échapper au risque climatique, parce qu'en fait le risque il est de plus en plus prégnant. Mais l'IGP elle épouse la Bourgogne. Alors l'IGP par contre, ça c'est clair, c'est Côte d'Or. C'est Côte d'Or, c'est ça, voilà. Côte d'Or. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas une incidence sur le goût énorme. Alors sur l'IGP, oui, parce que l'IGP elle est fabriquée uniquement avec du vin blanc aligoté de Bourgogne, c'est liquide de dilution, voilà. Ce qui change tout, parce que bon... C'est de la ligotée ou non? C'est de la ligotée, évidemment, tout le monde remarquera que le vinaigre coûte un petit peu moins cher que le vin blanc aligoté de Bourgogne, donc c'est ce qui fait que cette moutarde est un peu plus chère que les autres. Mais bon, bon an mal an, les volumes progressent.
c'est un produit qui a une aromatique différente. Il y en a qui adorent, il y en a qui disent bah non, je préfère mon produit standard. Alors, une des lois du marché, la GMS notamment, c'est d'avoir des standards, c'est-à-dire des goûts standardisés, parce que le consommateur il doit identifier son produit. Est-ce que vous êtes hyper strict là-dessus, ou est-ce qu'il y a une petite variabilité d'un pot de moutarde à l'autre? Alors, sur la moutarde de Dijon, c'est assez compliqué d'avoir de la variabilité. Oui, parce que c'est qu'en fait, c'est un process, c'est très normé, il y a des règles, il faut qu'il n'y ait pas plus de 2% de son moutarde qui subsiste. Hein. Il faut savoir qu'une bonne moutarde de Dijon, on peut la faire avec 4 ingrédients. Hein. C'est-à-dire dont l'eau, la graine de moutarde, du vinaigre ou du vin blanc, du verjus, on va dire, et du sel. Alors, on pourrait la faire sans sel, mais là, franchement, ça devient compliqué technologiquement, parce que bon, le sel, si vous retirez tous les conservateurs, etc., ce qu'on nous avons fait sur notre marque, hein, graine de Dijon, depuis donc 2017 est en graine de Bourgogne, et depuis 2020 est sans conservateur. Quand vous retirez tout ça, si vous mettez plus le sel, c'est un peu embêtant. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs notre problème. Hein. On parle du Nutri-Score un peu partout. Le Nutri-Score, c'est calculé à 100 grammes. Oui. Évidemment, manger donc 100 grammes de moutarde d'un coup, bon courage. Si je mets mon petit logiciel là, qui calcule les... Ouais. On est à 0 avec? Non, parce que justement, le fait d'avoir... on est mal noté à cause du sel. D'ailleurs, le changement de réglementation du Nutri-Score qui est en train de bouger actuellement fait qu'on va passer de la lettre C à la lettre E. Oui. Mais c'est topissime, mais on n'y peut rien. Hein, c'est européen, ça? Le Nutri-Score, non, c'est une idée franco-française du professeur Edguer qui n'a pas voulu comprendre qu'on pouvait parler de portions. Ça aurait été intelligent, comme ils ont fait aux États-Unis sur les Nutrition Facts, mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. En attendant, donc, on est avec un peu de sel c'est ce qu'il y a de mauvais, entre guillemets, dans la moutarde, c'est cet ingrédient. Vous allez peut-être dire que je dis une bêtise, mais ce que j'observe, c'est que le palais par rapport à la moutarde est culturel. Parce que quand on va dans les pays anglo-saxons, je ne supporte pas ces moutardes un peu sucreuses. Pourquoi les anglo-saxons, ils n'arrivent pas à consommer de la moutarde comme nous? C'est quoi le problème? C'est pas leur problème à eux. D'abord, c'est faux. La moutarde de Dijon est exportée dans presque tous les pays du monde. Ouais. Donc nous, on exporte 55% de nos productions, on vend dans 65 pays. Et la seule moutarde qu'on trouve partout, c'est la moutarde de Dijon. Mais tous les pays ont leur moutarde. Les Belges, ils ont la moutarde du Sud, ils ont la moutarde du Nord des Flamands qui n'est pas la même. Les Tchèques ont une moutarde qui n'est pas la même moutarde que les Slovaques. Les Polonais ont leur moutarde, les Russes ont leur moutarde, les Néerlandais ont une moutarde. Ils ont une moutarde qui s'appelle Franske Mosterd, qui n'a rien à voir avec la moutarde française. Et chacun a sa moutarde. Mais tout le monde a une moutarde en commun, c'est la moutarde de Dijon. Donc c'est vraiment un produit qu'on exporte. Mais effectivement, ils ont des goûts un peu comme les Minicois qui mangent leur moutarde sucrée bavaroise et les Allemands de l'Est qui mangent une moutarde qui vient de Bautzen, qui est une moutarde relativement douce, condimentaire. Et les gens de l'Ouest... Pourquoi ça varie comme ça d'un pays à un autre? C'est quoi la raison? Parce que l'histoire et parce qu'ils cultivaient localement des graines qui étaient différentes. Ils utilisent des graines qui ne sont pas les mêmes. Ouais, alors moi j'ai en tête là, comment s'appelle cette marque historique dijonnaise qui est maintenant devenue la plus importante, je crois, en volume aux États-Unis. Grey Poupon. Ben voilà, la Grey Poupon. Qui est toujours d'ailleurs empaquetée comme celle était au 19e siècle à Dijon. Comment se fait-il qu'on en est arrivé là avec cette moutarde qui est un emblème patrimonial de Dijon? Alors, aux États-Unis, c'est vrai que la moutarde Grey Poupon, elle est très... d'ailleurs. Je ne crois pas que ce soit Heinz, mais... C'est dessus 98% sûr que ce soit... Oui, mais bon. En fait, aux États-Unis, ils s'assoient complètement sur la recette de base et l'appellation obligatoire, qui est respectée en Europe. En Europe, c'est une appellation de process, mais c'est respecté. À part les Bulgares et les Roumains pendant la crise et la pénurie.
Mais sinon, les autres font le boulot correctement. Aux États-Unis, c'est pas le cas. Ils trichent, ils mettent des tas d'ingrédients qui seront totalement interdits ou pas, en tout cas pas autorisés, qui sont pas forcément dangereux. Mais enfin, quand on voit qu'il y a des moutardes avec du jaune d'œuf, on peut se poser la question à quoi ça sert le jaune d'œuf dans la moutarde. Mais voilà, bon, ça c'est les États-Unis. Par contre, on trouve la même marque, Grey Poupon, en Angleterre et dans les pays nordiques. C'est pas la même. Non, c'est pas la même, mais elle est fabriquée par des Dijonnais. Donc voilà, elle a un autre nom, mais on sait aussi fabriquer parfois sous la marque d'autres personnes. Ça peut servir. Ah, ça rend les choses complexes quand même. Ah bah oui, mais les affaires sont les affaires. Oula, ok. Pour une marque distributeur, pourquoi tu fais pas pour... tu fais pour une marque distributeur. Ils ont vendu la marque. Pour une autre marque. C'est une autre. La marque a vendu à une autre société. Bon, en l'occurrence, c'est eux qui la fabriquent, hein, donc ils savent très bien, ils ont gardé la recette initiale. Ils ont des archives aussi. Alors, à propos de recettes, la dernière nouveauté, c'est la truffe. Moutarde à la truffe. Alors. Et d'ailleurs, j'invite chaque participant Vous y aurez à partir avec un pot qui vient de sortir, donc il y a une semaine ou deux dans les rayons. Toute patience mérite salaire, vous aurez votre petite et une moutarde à la truffe avec des brisures de truffe françaises, des graines françaises évidemment, pas de conservateur, et faire de la moutarde à la truffe sans conservateur, ça a nécessité quelques semaines d'études intenses. Voilà, et on est arrivé à faire... C'est pareil, ça c'est tendance sur le marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une demande vers des moutardes transformées un peu, enfin où... Nous, on a toujours fait des moutardes aromatisées, ça fait des années qu'on en fait, on continue à en faire, ça anime le marché, ça permet de donner des idées de recettes, ça permet aujourd'hui, en particulier avec Internet, Instagram, etc., de faire un peu de buzz sur nos produits, de faire parler de nous, de faire parler de communiquer. On a une moutarde Morito, donc vous voyez, avec 8% de rhum, c'est sympa, voilà, interdit aux femmes enceintes, mais il y a de l'alcool 8% de rhum, oui, bien sûr. Et l'alcool reste dans le... avant d'être ivre, on a mal aux intestins avant d'être ivre. Elle pique quand même. Là, c'est un produit qu'on sort parce que c'est Noël, c'est un produit festif. On fait une série limitée, on fait 10 000 pots. C'est pas énorme, hein, 10 000 pots pour nous. Mais ça fait partie de l'activité qu'on se doit d'avoir pour essayer de montrer qu'on est toujours là avec des idées, avec des choses. Vous avez une idée du nombre d'emplois que représente l'addition du groupe des 4, voire du groupe des 5, si on inclut votre camarade de Champagne? Ça représente quoi à peu près je ne sais pas. Non, franchement, là, je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas, parce que déjà, vous voyez, chez nous, on est 175, mais on ne fait pas tous de la moutarde. Oui, c'est ça. On fait des sauces aussi. On ne peut pas... Alors bon, chez Fallot, ils font que de la moutarde, c'est clair. Bon, chez peine de condiments. En fait, ma question, elle a été juste pour... aussi d'autres produits. Ouais. Elle est juste pour mettre ça en perspective par rapport au fait que l'on l'a dit au début de l'entretien, ce groupe des 4 ou des 5 produit plus de 80% de ce qui se consomme en France. C'est ce qu'on s'est dit, non? Oui, largement. Ouais. Donc vous voyez, les 5, oui. Une personne peut nourrir à elle seule plusieurs départements, quoi. Quasiment. Dans ces ratios-là, c'est... Bah oui, mais il y a des process industriels pour ça. Donc on est bien dans le sujet de l'industrie. On est vraiment, oui, bien sûr, il faut être... Aujourd'hui, si on n'est pas un peu efficace industriellement, on n'a aucune chance, hein, on va mourir. Et puis, comment voulez-vous qu'on exporte si jamais on n'est pas prêt? Il existe quand même des moutardes très très artisanales, comme la moutarde de Charroux par exemple. Ou... Oui, tout à fait. Et celle-là, quelle est leur place par rapport à un marché qui est quand même... Parce qu'il y a quand même toute une série de gens qui souhaitent acheter des produits très artisanaux, pour qui ça fait partie d'un choix de vie, de consommer local, que tout soit fait de façon vraiment très très artisanale, et que ça a un aspect même artisanal. Alors, les coûts sont forcément un peu plus élevés, mais les gens sont prêts à payer ça. On voit bien, on fait de la moutarde bio aussi. La moutarde bio, gustativement, c'est pas extraordinairement différent d'une moutarde qui n'est pas bio sans conservateur. Hein. Franchement, oui. Les ingrédients sont à peu près les mêmes. Par contre, le prix ne peut pas être le même. La graine de moutarde bio, ça fait 6 ans qu'on essaye d'en avoir en Bourgogne. L'année dernière, on en a eu un peu. Il y a beaucoup de dégâts, pertes. Et on a 5% de la commande. Ah oui, beaucoup. Effectivement. Cette année, ça a été mieux. On va pouvoir servir donc déjà notre marque Renouveau. Est-ce que la notion de bio raisonné existe dans la moutarde ou... Parce que comme dans le vin,
On fait de l'agriculture raisonnée dans le vin. Est-ce que dans la moutarde, pour protéger la plante, Non, alors nous, soit c'est bio, soit c'est traité. Traité en Bourgogne, c'est traité avec quasiment rien. Donc. Ils font tous du raisonné. Il y a l'agriculture aussi. Ouais. Et puis il n'y a quasiment pas de traitement autorisé. Ils sont obligés de toute façon. Les conventionnels, il y a peu. C'est un autre débat, mais... Ok. Pour terminer, comment se porte globalement l'industrie de la moutarde dans son évolution, et est-ce que vous y voyez un avenir intéressant? Oui. Est-ce qu'il y a encore de la marge de manœuvre? Est-ce qu'on peut consommer encore plus de moutarde? C'est un marché qui est très stable, très étal en France, qui est aujourd'hui avec une population plus jeune qui n'est pas forcément à la recherche de la moutarde, qui va le découvrir un peu plus tard. Le consommateur moyen de moutarde est relativement... Pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à la moutarde? Les jeunes s'intéressent moins à la moutarde qu'avant. Mais en revanche, le produit reste extraordinairement... En fait, on a un produit qui se consomme à la fois en tant que produit fini, puis c'est un ingrédient, la moutarde. Ça rentre dans une multitude de plats. C'est à la fois un produit de bord d'assiette et un produit de milieu d'utilisation. Alors, soit plus ou moins restauration, soit carrément industriel. D'accord. La moutarde, c'est un liant naturel. Donc, vous mettez de la moutarde, ça peut vous éviter de mettre de la gomme xanthane, par exemple. Donc, vous avez votre sauce qui va prendre. Donc, ce marché-là fait que le marché global reste relativement flat et les progressions viennent de l'international. En fait, c'est un produit qui se vend partout et qui se vend bien. Vous-même, vous exportez beaucoup? 55% de notre moutarde est exportée, et au global, en intégrant les sauces, c'est plus de 35% de l'exportation. Donc c'est vraiment un point significatif. Alors pour le mot de la fin, qu'est-ce qui dans l'industrie vous monte au nez actuellement? Alors, il y a des choses qui vous agacent, j'en suis sûr. Je ne vais pas parler de la taxe foncière à Fleury-sous-Rouge, parce que quand même, ça serait désagréable. On aurait dû inviter le maire. Non, je pense que ce dont on a besoin, c'est de visibilité. C'est quand on a des plans qui nous annoncent à l'avance que les taxes vont diminuer et qu'elles diminuent, c'est génial. Quand le système ralentit mais ne s'arrête pas, on tire un peu la tête, mais finalement, on est quand même content. Quand le truc s'arrête et qu'on dit, bon, finalement, ce truc-là, on le met sous le tapis, c'est l'expression de certains anciens présidents. Ça nous embête beaucoup. On a besoin de lisibilité, on a besoin de voir assez loin. Moi, je suis effectivement relativement peu proche des milieux politiques ou économiques, que ce soit régionaux ou départementaux. On a eu dans notre vie et notre développement extrêmement peu de subventions, mis à part tout au départ un petit truc sur la construction du bâtiment en 1996. Mais après, les seules choses sur lesquelles on s'est fait un peu aider, c'est tous les investissements environnementaux. Donc là, l'ADEME a été relativement performante sur pas mal de choses. Et nous, on a fait énormément de choses en matière environnementale, parce qu'à Fleury-sous-Rouge, quand on n'a pas de terrain et qu'on a une station de traitement des eaux à construire et que le village a une capacité de 1500 équivalents habitants et que nous, on fait déjà 20 000 équivalents habitants, si on ne fait pas, voilà, on a fait sur place, et ça nécessite de beaucoup réfléchir. On a un système extraordinaire d'ailleurs que je peux montrer et que j'ai eu l'occasion de montrer aux personnes qui sont venues avec le MEDEF visiter notre usine. Mais sinon, ouais, qu'on nous fiche la paix, qu'on nous accorde des permis de construire rapidement quand on en a besoin, et qu'on puisse se développer. Effectivement, trouver du foncier, c'est toujours intéressant. Toujours le défi aussi. C'est toujours le défi aussi. On a dû construire un entrepôt qui est à 15 km. C'est pas pratique. Ça, c'est pas pratique. C'est pas pratique, mais c'est mieux que de ne pas en avoir. Et au moins, on est chez nous, et au moins, on sait faire fonctionner le système de façon performante. Voilà. Merci Luc. Pour terminer, on va prendre de l'énergie. Vincent Gaffard, qui est donc directeur régional. Pour l'invitation. Oui, qui est directeur régional Bourgogne-Franche-Comté, là qu'on parle bien de la grande région, Tout à fait. de Total Énergie. Alors moi j'ai une question toute bête. Total, tout le monde connaît, tout le monde imagine à peine la dimension mondiale du groupe.
Mais en Bourgogne-Franche-Comté, c'est quoi Total Énergie? Alors c'est une myriade de PME et de TPE. Oui. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on peut penser, alors enfin, déjà on est la plus petite région en termes d'activité pour Total Énergie en France. Donc on représente, je vous dire à peine au global. En valeur absolue, c'est-à-dire sa plus petite région en valeur absolue. En termes d'emploi, en termes d'activité, c'est vrai qu'on est une des plus petites régions. Ben, ne serait-ce que parce que sur les activités historiques, on n'a pas d'outils industriels sur la région. Parce que historiquement, on reste un pétrolier, un gazier, et nos installations, les raffineries étaient plutôt en façade, voilà, soit près des grandes agglomérations, donc Lyon, Paris, Marseille. soit sur les façades maritimes, c'est-à-dire effectivement Marseille, Saint-Nazaire, Le Havre. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, sur la région Bourgogne-Franche-Comté, on est un peu plus de 320, répartis essentiellement sur notre réseau de stations-service autoroutiers et sur les grands axes. Donc essentiellement des stations-service. Non, alors enfin aussi on a des filiales ce qu'on appelle du commerce général, c'est-à-dire historiquement celles qui apportent du fuel, des carburants et puis maintenant du bois à nos clients, qu'ils soient particuliers, collectivités ou entreprises. Et puis de manière plus récente, depuis 2018, on a une agence à Dijon qui elle est dédiée au développement des énergies renouvelables et qui est en forte croissance. Et donc c'est là que c'est intéressant parce que finalement on est quand même dans une région, moi je dis toujours que c'est une région qui est vraiment représentative de l'avenir de Total Énergie, puisque on se transforme pour passer de cette production aujourd'hui qui est dominée, un mix énergétique qui est dominé par les énergies fossiles et qui reste nos énergies du quotidien, parce que 63% de l'énergie qui est consommée en France aujourd'hui c'est l'énergie fossile, et si vous regardez au niveau mondial c'est 80%. Donc on reste encore très dépendant au niveau mondial, mais même au niveau français, des énergies fossiles. Mais on a un petit temps d'avance alors par rapport au... On a un petit temps d'avance, tout simplement, c'est historiquement le deuxième choc pétrolier, l'engagement de la France dans le programme électronucléaire. Mais ce qui montre aussi quand même, ce qui permet aussi de replacer un petit peu les idées, parce qu'on voit qu'on est passé en gros, parce qu'on était à 80% à cette période-là, donc à peu près ce qu'on est aujourd'hui au niveau mondial, et d'ailleurs ça n'a pas beaucoup évolué depuis les 20 dernières années ou les 30 dernières années. Et on est passé avec le programme électronucléaire français, c'est-à-dire quand même en construisant 58 réacteurs, on est passé de 80% de dépendance à 63%. Donc c'est montrer aussi qu'aujourd'hui, par rapport à des choix qui ont été faits politiques aussi, d'arrêter le développement du nucléaire. Même si le domaine a un petit peu été malmené quand même. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit que même si on part dans une optique de redémarrer le nucléaire, aujourd'hui il y a quand même la marche est assez importante. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin de développer aussi des énergies renouvelables. Le nucléaire a regagné cette bataille, ou est-ce qu'on est encore dans un contexte de grande fragilité? Alors, moi, je resterai toujours prudent sur ces sujets-là. Pour l'anecdote, moi, je suis ingénieur de formation, je suis ingénieur soudeur. J'ai travaillé chez Alstom à Belfort de 2007 à 2010, à l'atelier de fabrication des turbines vapeur. Et c'est vrai qu'à l'époque, mon directeur il me disait le grand nucléaire redémarrait, on construisait Flamanville, on construisait les EPR chinois, et le directeur d'usine me dit tu vois Vincent, là, ces petites machines là, faut les foutre à la poubelle parce que franchement maintenant on va faire que du gros nucléaire. Et 2011 Fukushima, et là je me rappelle à l'époque moi je lui avais dit tu sais si jamais il y a un accident nucléaire dans le monde, on a déjà eu Tchernobyl, je pense qu'il faut peut-être pas mettre les œufs dans le même panier, garder ces petites machines qui certes servent peut-être pas beaucoup en ce moment. Et donc moi je suis toujours prudent parce que c'est des sujets, on ne sait pas comment l'opinion publique va réagir aussi, parce que là il y a des enquêtes publiques qui démarrent pour construire des nouveaux réacteurs sur les sites historiques. Moi j'ai pas de boule de cristal là-dessus, mais ce que je sais c'est que j'aime bien regarder ce qui s'est passé dans le passé. Dans le passé, il y a quand même eu une opinion politique qui était, une opinion publique on a l'impression assez défavorable. On a l'impression que nous sommes dans une société qui enquête permanente des solutions, qui hésitent, on le voit notamment dans le milieu de l'auto, quoi. C'est un peu catastrophique entre nous, non? Il y a des décisions qui sont compliquées à prendre. Les choix énergétiques, c'est un grand bordel, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Après, moi, je suis directeur régional de Total Énergie. J'ai une mission qui est axée sur les énergies renouvelables. Qu'est-ce que vous privilégiez dans ces... Il y a plusieurs formes d'énergie renouvelable. Oui, il y a plusieurs formes. Aujourd'hui, nous, on est essentiellement sur les énergies renouvelables électriques. Donc là, il y a tout ce qui est photovoltaïque, éolien et puis hydroélectrique. Qu'est-ce qui marche mieux, en fait?
Aujourd'hui, très honnêtement, en termes d'acceptabilité, le photovoltaïque est beaucoup mieux admis aujourd'hui notamment que l'éolien, qui cristallise quand même un certain nombre d'oppositions, avec des réseaux d'associations qui sont très structurés et qui s'opposent aux éoliennes. Alors peut-être même d'ailleurs, si je fais un sondage dans la salle, il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui me diront qu'ils trouvent ça moche et qu'ils n'ont pas envie de voir d'éoliennes dans leur paysage. Voilà, c'est pareil, c'est toujours pareil. J'en veux bien, mais pas à côté de chez moi. Ça peut être joli, hein. Oui, moi je pense honnêtement que c'est une question assez générationnelle. Mais bon, parce que si vous voulez, quand on prend par exemple aujourd'hui des sondages qui sont faits sur l'acceptabilité des énergies renouvelables, celle qui arrive en tête, c'est l'hydroélectrique. Et moi qui ai vécu, qui ai fait mes études à Grenoble aussi, honnêtement, je pense qu'il y a 30 ou 40 ans, quand on demandait aux gens ce qu'ils pensaient du barrage de Tignes, je pense que tout le monde vous aurait dit que c'était une horreur et que ça défigurait le paysage. Aujourd'hui, quand on tous les barrages d'ailleurs ont eu le même problème. Hein. Ouais, mais je pense que c'est un peu l'idée, c'est que, même quand je pose, moi mes enfants, ils ont entre 6 et 13 ans, quand on passe devant les éoliennes, je leur pose la question, est-ce que vous trouvez ça beau ou vous trouvez ça moche? Ils me disent qu'ils trouvent ça beau. Mais parce qu'en fait, ils ont toujours vu ça dans le paysage. Donc je pense qu'il y a aussi une question de, effectivement, si vous avez été habitué, vous avez toujours vécu ici et puis que vous n'avez pas vu des choses dans le paysage, vous les acceptez moins. Je prends souvent aussi l'exemple des pylônes électriques ou des silos à grains dans les campagnes. C'est pas des choses qui sont extrêmement belles et pour autant, vous avez appris à vivre avec ça. Vous l'avez toujours vu, vous l'associez aussi peut-être avec ou à vos parents qui travaillent dans l'agriculture ou à vos parents qui travaillent chez EDF ou RTE. Et puis du coup, c'est comme ça aussi que l'acceptabilité. Alors, dans votre mission, quel est votre rapport à l'industrie, votre rapport direct? Parce que c'est un peu le sujet. On reste des grands industriels. Hein, ça c'est le métier de Total, un des métiers de Total. Mais dans l'action territoriale en Bourgogne-Franche-Comté, est-ce qu'il y a un lien il y a des liens multiples. Hein. Donc c'est vrai que déjà, quand on développe des projets d'énergie renouvelable, effectivement, ça reste quand même une activité industrielle. Hein. On construit des centrales, des éoliennes, des centrales photovoltaïques, des centrales hydroélectriques. Après, on a aussi, nous, un lien assez fort sur la région, même de manière globale. Il y a des choses qui n'ont pas été évoquées, mais aujourd'hui, si on regarde quand même, il y a quand même un désamour de l'industrie historique en France, qui fait que factuellement, la situation actuelle, c'est que le pourcentage de l'emploi industriel en France, il est 2 fois moins élevé qu'en Allemagne et en Italie. Donc on a un enjeu de déculturation, on va appeler ça, c'est-à-dire que une mauvaise image de l'industrie, donc il faut travailler sur ces sujets-là. Il y a des façons de travailler qui sont la semaine de l'industrie, les WorldSkills, redonner un peu de la noblesse à ces métiers industriels qui ont cette noblesse qui a été un petit peu perdue dans l'opinion publique. Et il faut ramener aussi des jeunes vers ces métiers-là. Et nous, on a notamment une fondation d'entreprise qui a signé en 2018 un partenariat avec les écoles nationales de production, la Fédération nationale des écoles de production. Et là, en fait, on coche 2 cases, c'est-à-dire qu'on ramène des jeunes qui sont en rupture avec le système scolaire, qui ont entre 15 et 18 ans, et vers des métiers industriels. Et donc, je pense que vous les connaissez peut-être, vous en connaissez peut-être plusieurs, mais celle qui vient d'ouvrir en 2023 à Dijon sur les métiers de l'usinage, qui est en train de construire son atelier. Et donc notre fondation d'entreprise a soutenu l'école de production de Châlons, celle du Creusot qui va ouvrir qui a ouvert cette année. On a inauguré celle de Belfort qui est sur les métiers de la chaudronnerie. C'est quoi l'objectif pour Total Energy d'être dans cette soutien? C'est un objectif d'une part d'insertion des jeunes, c'est un des axes principaux. Ça c'est un acte, mais l'objectif pour l'entreprise? Alors là on est pour le coup dans du mécénat, mais un mécénat c'est par essence désintéressé, oui. Et donc il n'y a pas de lien avec notre business, oui. C'est le cas. Bon. Donc l'idée c'est surtout de... En fait, on a construit un ensemble complet de solutions, c'est-à-dire qu'on a ce partenariat avec la Fédération nationale des écoles de production qui s'intéresse, qui est dédié aux jeunes entre 15 et 18 ans. Et après, on a créé un outil unique sur la région parisienne qui s'appelle l'Industrie. C'est une école qui est complètement prise en charge par Total Energy, qui elle s'adresse aux 18-30 ans. Et là, en fait, pareil, c'est des jeunes qui sont en rupture avec le système traditionnel. Quand on les recrute, en fait, on se base quasiment exclusivement sur leur savoir-être, c'est-à-dire leur capacité à se lancer, mais quasiment pas sur leurs compétences. Et là, on a des métiers qui sont des métiers identifiés comme étant des métiers en tension dans le secteur industriel. Donc, par exemple, opérateur
de lignes de production automatisées. On a aussi. Il faut travailler avec Rennes de Dijon alors. J'espère qu'il y a des jeunes qui pourront aller chez les industriels de la région plus tard. Mais donc voilà, nous l'idée c'est simplement d'apporter notre contribution. On est une grande entreprise française et on est convaincu aussi que l'industrie elle est importante dans notre pacte social. Et donc avoir apporté notre pierre à l'édifice sur ces sujets-là, sur le sujet de la formation et sur le sujet de l'insertion des jeunes qui sont en rupture avec le système traditionnel, ça nous paraît essentiel. Alors nous on s'est rencontrés dans le cadre, un peu plus aussi dans le cadre du Congrès national des maires ruraux, ça c'est le territoire, mais puisqu'on est le sujet est l'industrie, dans quel cadre vous intervenez directement avec un industriel, vous le conseillez aussi Est-ce que vous pouvez tout à fait. Alors, éduquer, si le mot est juste, un industriel? Il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que, bon, vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a un certain nombre d'industries qui sont confrontées à la nécessité d'adapter leur process par rapport aux enjeux du réchauffement climatique. Et donc ça veut dire essentiellement réduire leur consommation énergétique, décarboner leur Elles sont aussi leur sous process. contrôle pour ça. Elles sont aussi sur contrôle, elles sont incitées par la réglementation. Et donc nous, très concrètement, on a un cabinet que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est une filiale à 100% de Total Energy, qui s'appelle Greenflex. Et Greenflex, c'est un cabinet qui part de l'audit de l'entreprise, c'est-à-dire où est-ce qu'elle en est en termes de consommation, d'empreinte carbone, faire un bilan carbone, faire un audit énergétique. Et à partir de là, elle va construire toute la trajectoire qui va l'emmener vers une réduction de ses consommations énergétiques. C'est une prestation, l'audit? Oui, c'est une prestation globale en fait. C'est-à-dire qu'en gros, elle va identifier, faire un état de la situation. Ensuite, elle va dire, voilà les investissements que vous pourriez faire pour réduire vos consommations énergétiques, réduire votre empreinte carbone. Et à partir de là, elle va aussi proposer un plan de financement. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont du mal à s'y retrouver, il y a beaucoup d'aides, il y a beaucoup de guichets au niveau national. De visibilité voilà. à 360 et donc là l'objectif c'est, et il y a notamment les certificats d'économie d'énergie qui sont aussi un dispositif auquel nous contribuons directement parce qu'on fait partie des obligés. Et donc là l'idée c'est après de présenter aux partenaires, aux entreprises industrielles, un programme complet mais qui est financé et avec parfois des restes à charge qui peuvent être quasiment nuls. C'est-à-dire qu'en allant chercher dans les différents guichets d'aide publique, il peut y avoir des investissements. Alors je crois que Rennes de Dijon a fait des investissements, que ce soit dans la récupération de chaleur fatale, dans la... C'est quoi la récupération de chaleur fatale? L'explication technique sera bien meilleure par un ingénieur. Bon, mais j'en suis pas sûr. C'est simplement qu'il y a des process industriels qui génèrent de la chaleur qui part aux petits oiseaux et donc en fait par exemple vous pouvez avoir des fumées. La récupération de chaleur. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait on va récupérer de la chaleur, on va récupérer des calories et on va les utiliser dans le process industriel. Dans une industrie on va dire un peu vieillissante, quels sont les points sensibles qui tout de suite attirent l'attention de l'ingénieur et disent là on peut agir, on peut améliorer? Bon, classiquement, il y a tout ce qui est moteur, groupe froid, voilà, tout ce qui... Enfin, alors là, après, il faut vraiment rentrer dans le détail de chacun des process des industriels, mais les gros postes, c'est plutôt à ces niveaux-là, oui, tout à fait. Après, il peut y avoir aussi, sur des bâtiments anciens, refaire l'isolation thermique des bâtiments. Donc ça va vraiment depuis l'enveloppe, on va dire, jusqu'au process industriel dans lequel on peut aller potentiellement récupérer de la chaleur. Après, par exemple, dans la plasturgie, vous avez beaucoup de chaleur que vous pouvez récupérer pour créer des réseaux de chaleur, alimenter, chauffer le voisin, chauffer un établissement public limitrophe, etc. On connaît plus Total sous son versant pétrole, on va dire, voilà. Aujourd'hui, cette activité de conseil et de transition énergétique, est-ce qu'elle est devenue plus importante que l'autre? Non, cette partie-là, elle est anecdotique. Par contre, le plus gros bloc, c'est nous, ce que je vous disais, nous on investit dans des énergies renouvelables et l'idée c'est que c'est demain, on voit, quand on parle aujourd'hui de l'objectif qui nous est commun, qui est d'atteindre la neutralité carbone en 2050, ça passe... il y a un gros bloc qui est celui qu'on appelle la sobriété énergétique. C'est-à-dire que, en gros, la trajectoire qui est écrite pour qu'on atteigne l'objectif, c'est qu'on arrive tous à réduire collectivement nos consommations énergétiques d'environ 40%. Donc ça, c'est le premier bloc, c'est réduire notre consommation. Et c'est là que je vous dis, il y a de la sobriété, il y a de l'efficacité énergétique.
Et après, le deuxième bloc, c'est ce qu'on appelle l'électrification des usages. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, l'automobile en est un exemple. Aujourd'hui, 98% du parc automobile tourne avec des carburants, que ce soit de l'essence ou du gasoil. Et demain, si on veut décarboner le secteur des transports, ce sera avec de l'électricité. Et donc là, nous, on investit dans les énergies renouvelables, donc l'éolien, le photovoltaïque. Et donc ça par contre, c'est un des grands tournants qu'a pris Total Energy et qui va assez vite puisqu'on est passé de presque rien. Aujourd'hui, on a à peu près 10% de notre mix énergétique qui est électricité et ce qu'on appelle molécules bas carbone, c'est-à-dire des biocarburants et puis aussi du biogaz qui est produit par méthanisation. Et la perspective, c'est qu'en 2050, Total Energy sera essentiellement un électricien et un producteur de molécules décarbonées, puisque là on sera... Donc son métier d'origine sera relégué Bien sûr, on est parfaitement conscient qu'aujourd'hui on se transforme et que notre métier va fortement évoluer. Qui sont vos grands concurrents sur cette transition énergétique? Bon, je pense qu'ils sont multiples parce que, évidemment, il y a avec des métiers un peu différents souvent. Ce qui est compliqué aujourd'hui dans la transition énergétique, c'est que... On a du mal à s'y retrouver. Ouais, alors, parce que ce qui est compliqué, surtout dans le contexte français, c'est que vous avez évidemment les trois énergéticiens, les champions nationaux, Engie, EDF et Total Energy. EDF a la spécificité du nucléaire sur laquelle nous n'irons pas parce que c'est un métier qui est extrêmement particulier. C'est un investissement tellement lourd. Voilà, et puis il y a des enjeux importants, donc c'est pas un métier sur lequel nous irons. Alors peut-être on s'y intéressera parce que on a peut-être entendu parler de ce qu'on appelle les SMR, les petits réacteurs nucléaires qui sont en train d'émerger. Donc je ne sais pas, peut-être que dans l'avenir on s'y intéressera. Pour l'anecdote, du temps de Christophe de Margerie, il y avait une équipe qui avait été montée pour réfléchir au nucléaire. On a décidé, après avoir regardé le sujet sous toutes ses coutures, que c'était pas le moment. Et qu'on n'était pas les mieux positionnés pour se lancer sur cette thématique. Et donc, alors ce qui est compliqué, dans le paysage, vous avez ces gens-là, mais en fait, on répond à peu près à la même logique. C'est-à-dire qu'on est des acteurs intégrés, on produit, on distribue et on est présent sur les marchés d'électricité. Après, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que notamment le secteur des énergies renouvelables est soutenu par l'État. Vous avez et le soutien de l'État, sa forme, c'est que vous avez accès à des contrats de rachat garanti de l'électricité. Et donc ça fait que sur le marché, vous avez un certain nombre de gens qui sont plutôt dans une logique développement d'infrastructures, puisque en fait, si je vous dis demain, vous développez une centrale photovoltaïque et je vous assure votre chiffre d'affaires pendant 20 ans, vous voyez bien que c'est plutôt facile, c'est moins compliqué. Et donc aujourd'hui, on a énormément d'acteurs. Moi, je prends sur la région, j'ai arrêté de compter. Je pense qu'on doit avoir, sur tout ce qui est énergie renouvelable, on doit avoir une cinquantaine de concurrents et de tous horizons, beaucoup d'étrangers. Parce qu'en fait, finalement, le ticket d'entrée, il n'est pas très... c'est un marché en mouvement, donc alors après, ça va se stabiliser tout ça. Surtout, c'est qu'à un moment donné, ça va s'arrêter, c'est-à-dire qu'on va re-rentrer, et on commence déjà à le faire dans une vraie logique de marché, c'est-à-dire qu'on va investir dans des capacités de production et il va falloir être responsable de la vente de son électricité. Et quand on dit vente d'électricité renouvelable, c'est pas que vente d'électricité renouvelable, parce que c'est une électricité intermittente. Donc si vous voulez la vendre bien, il faut développer à côté ce qu'on appelle des flexibilités, donc du stockage sous forme de batterie, sous forme d'hydrogène ou autre. Et donc, globalement, je pense que c'est des acteurs qui disparaîtront à terme du marché parce qu'ils ne seront pas capables de basculer sur ce modèle. Dans 10 ans, 15 ans, j'imagine que la question n'appelle pas de réponse précise, mais comment vous imaginez ce marché, la répartition entre les énergies renouvelables? Est-ce que vous avez une certaine idée de... De toute façon, alors, je parle pas qu'en France d'ailleurs, c'est parce que. Est-ce que la France reflète le monde à ce niveau-là ou est-ce qu'elle a un marché particulier? Non, je pense que ça va être à peu près. Là où c'est délicat, c'est évidemment les pays en voie de développement où c'est pas trop là. Où les énergies fossiles vont quand même rester encore présentes un certain temps pour différentes raisons. Faire tourner les vieilles Peugeot. Au-delà de ça, on a la chance en France, si vous voulez, d'avoir un réseau électrique qui est extrêmement qui est extrêmement robuste, qui est très maillé. Vous avez dans certains pays où il n'y a absolument pas de réseau électrique. Voilà. Donc c'est pour ça que je dirais la dynamique sera un peu différente. Après, ce qui est un petit peu embêtant aujourd'hui, c'est qu'il faut, et là par contre, on a vraiment besoin de stabilité, notamment politique, c'est ce que je vous disais. Après, à la limite, moi je dirais, il
faut que des décisions soient prises. Par contre, ce qu'il faut aussi, c'est qu'il y ait de la continuité et que même si les décideurs changeaient, c'est-à-dire que les personnes qui sont aux responsabilités changent, qu'elles se tiennent à ça et qu'elles comprennent qu'une politique industrielle, ça se fait sur le long terme et qu'on ne peut pas changer déplacer le curseur comme ça à chaque élection présidentielle législative. Si on avait une conclusion à donner, ce serait de dire calmos, apaiser un peu le marché et trouvez-nous une stratégie stable, c'est ça? Non, mais je pense que c'est ce que tout le monde attend. Hein. Tous les acteurs économiques attendent de la stabilité, qu'elle soit fiscale, qu'elle soit réglementaire, etc. Après, pour revenir un peu peut-être au débat qu'il y a eu, moi je pense que... Alors moi j'oppose pas les deux parce que je pense que les partenariats publics-privés peuvent être parfaitement vertueux. Bien sûr. Après, il faut que chacun reste dans son couloir et dans ce qu'il sait faire. Et par exemple, quand au travers de ces décisions, le pouvoir politique... c'est bientôt la fin. Mais je veux dire, quand il va dire un peu tordre le bras, c'est-à-dire obliger des industriels, des entreprises à faire des choix qui ne sont pas les choix naturels qu'elle aurait fait, ça c'est problématique. Ouais. Donc il faut qu'il y ait ce dialogue. Après, pour revenir aussi, je pense quand même qu'il faut avoir deux clés de lecture, c'est-à-dire qu'une PME et un grand groupe comme Total Energy, ça n'a pas les mêmes besoins, ça n'a pas les mêmes... et donc il faut aussi être capable de faire ça. Et je pense que parfois le logiciel, il est un peu biaisé, c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il y a une façon d'accompagner les PME. Les grands groupes, honnêtement, je dirais, on n'a pas besoin d'accompagnement. Sur pas mal de choses, hein, on sait se débrouiller tout seul quand ça va et quand ça va pas. Mais par contre, oui, il y a un logiciel différent à avoir, notamment vis-à-vis des PME. Ok, vous avez des petites questions posées à Vincent? Oui. Je vais juste apporter une précision, j'adhère à tout le propos, mais pour nous rendre service, il ne faut plus dire que l'industrie est sur le déclin. Ah, oui, bien sûr. On a passé, je pense sincèrement qu'on a passé les creux. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, c'est vrai. Non, mais... Sur des nouvelles technologies, sur des choses comme ça, je crois qu'on a remonté la pente. On retiendra de ces dernières années des aides à l'industrie quand même assez importantes. Voilà. Puis de toute manière, dire que c'est sur le déclin, c'est pas nous aider à tirer les gens dans un métier, dans des métiers qui sont sur le déclin. Déjà. Alors, si on est juste à l'équilibre, voilà. Mais c'est pas grave. Hein. Alors, c'était une mauvaise... Désolé si vous l'avez interprété comme ça, parce qu'en plus on est plutôt des moteurs du développement de l'industrie. J'ai bien compris que vous étiez acteur dans la réindustrialisation moderne. Alors on peut toujours dire que c'est sur le déclin, sur des vieux métiers, oui, qui se font plus ici, oui. Mais il y a d'autres métiers qui sont en train d'arriver. Par exemple, la cryogénie, c'est des métiers qui sont en pleine expansion, donc on est assez bon là-dedans. Je pense que celui-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Ça va nous conserver 2 siècles. Comme dans Hibernatus. C'est toujours le problème du français qui regarde toujours le côté à moitié vide du verre. Moi, je regarde le côté plutôt, même un tiers plein, mais c'est celui qui nous porte et sinon on s'engagerait dans rien. Quoi, voilà. Bon, alors vous avez bien fait de parler de verre parce qu'on va y passer. Hein. Voilà. Merci. Il était temps. Merci Vincent. Alors, on va remercier quand même chaleureusement notre dépanneur de ce soir, qui est le voisin de Jean-Claude, France Drive, qui nous fait des petits hamburgers très sympas. Donc voilà, si vous avez un peu faim. Puis après, il y a un peu de bière, je crois aussi. Oui. Alors, t'en as encore? Dans France Drive, c'est les burgers 100% terroir. J'ai rien contre des multinationales du burger. Mais vous verrez que le pain vient de farines qui sont sourcées en Côte d'Or et tout ce que vous allez manger est sourcé en local. Des super burgers. Il y a 2 restaurants. Un qui est à Dijon et qui doit être à Chenôve, voilà. Et l'autre qui est à 200 mètres. Voilà. Et c'est le début de très très belle franchise qui va démarrer avec des burgers 100% terroir. J'aurai plaisir avec toi, mon ami, mon associé, à servir des bières. Donc on a plein de variétés, donc on va faire un voyage à votre goût, à votre guise, et bien sûr il y a du vin, parce que s'il n'y a pas de vin, il n'y a pas de joie,
Et je dois vous dire, il n'y a pas de Bourgogne et je préfère le vin à la bière, donc il y a forcément des gens. Merci.